Tina Arena. Rebonsoir. Heureux de vous retrouver, Tina, après toutes ces années. Moi aussi. En fait, j'ai compris pourquoi on ne voyait plus Tina Arena. Elle était occupée à aller plus haut, justement. Oui. Et là, on vous voit en 2008, donc voilà. C'est ça. En 2010, en 2011, en 2014 et en 2017. Alors Tina, c'est votre grand retour avec un album qui s'appelle Quand tout recommence. Et le single, c'est Tant que tu es là. On regarde à quoi ça ressemble. Demain, tout peut disparaître. Demain, tu ferais tout renaître. Tant que tu es là, le monde tournera comme tournent les heures, les manèges de mon cœur. Tant que tu es là, le monde tournera. Tu décides le bonheur de ma vie en couleur. Voilà, Tant que tu es là. Extrait du nouvel album de Tina Arena, Quand tout recommence. Alors, il y a 11 titres dans l'album. Il y a une chanson qui s'appelle Quand tout recommence. Quand tout recommence, quitte à retomber dans l'oubli, courir après sa chance comme un instinct de survie. Est-ce que vous avez peur, Tina, qu'après 10 ans d'absence, ça marche plus? Non, j'ai pas peur de tout, Thierry. Non. C'est la vie qui décide. Voilà, on est dans un chemin. On se laisse guider par ce chemin, ce voyage. Moi, je peux pas faire grand-chose. Pourquoi 10 ans d'absence? Parce que j'ai Pourquoi pas 20? Oui. Pourquoi pas 20? Oh, I love it. Méchant, Non, il est gentil. Mais elle le connaît C'est une par cœur. façade. Ouais. Pourquoi 10 ans d'absence, alors? Parce que j'avais besoin de vivre. Ah oui, ça se comprend. J'avais oui. besoin de vivre, j'avais besoin de prendre soin de ma famille, de me retrouver moi-même, parce qu'au bout d'un moment, ça me saoule. Ouais. Et voilà, c'est la vérité. Besoin de faire un enfant aussi. J'étais dans besoin de faire des enfants, un besoin de pratiquer, de faire des enfants, et tout ça. Non, mais c'est vrai que vous regrettez de ne pas avoir fait des enfants plus tôt. Oui, il y a Tina. un certain regret. Tina regrette de ne pas Tu avoir l'appelles fait... plus tôt, pardon, mais c'est Ouais. Tina. Non, mais c'est Vous ça. avez failli ne jamais avoir d'enfant. C'est vrai, vous avez fait beaucoup Non, de écoute. fausses couches, et puis Ouais. à 46 ans, vous avez découvert que vous ne pouviez plus avoir d'enfant. Ah ben, à 46 ans, moi, j'ai tombé pile poil en ménopause. Oui, c'est ça, en c'était- ménopause, oui. Après Danse avec les stars, ça, Ouais. c'était goodbye, everybody. Ouais. Donc, Ouais. heureusement que vous avez fait le petit, là. Heureusement que j'ai eu mon petit qui est plus grand que moi. Ah, Mais il ça, c'est s'appelle pour comment? Gabriel. Gabriel. Hi, Gab. Si tu nous regardes, Gab, voilà. Alors, c'est vrai qu'en fait, on a oublié que vous aviez 40 ans de carrière derrière vous, Tina Arena. 10 millions de disques vendus. Alors, reprenons les choses au commencement. Vous êtes né, Tina Arena, le 1er novembre 1967 à Melbourne, en Australie, de parents immigrants siciliens. Et d'ailleurs, à la maison, on ne parlait pas tellement anglais. Vous avez commencé à parler anglais à l'âge de 5 ans, non? 5 ans. À Ouais. l'école, quand j'ai commencé la maternelle, Ouais. j'ai appris à parler en anglais, en fait. Et là, les autres élèves se foutaient un peu de vous, quoi. Vous étiez victime un petit peu de racisme, genre de xénophobie, disons. Ouais, gentiment, j'imagine. Ça m'a pas semblé gentiment à l'époque, mais Ouais. par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, Ah mais ouais. c'était très, très gentil. Ah oui, oui. et- Alors, à 5 ans, vous tombez dingue de cette chanson. You're my world, you're my name, my day. You're my world, you're every prayer I pray. Très très belle chanson. Vous l'apprenez par cœur, vous la chantez dans un mariage et vous faites un énorme succès. Oui, je l'ai chanté dans le mariage de mon cousin à l'époque. Voilà. J'ai poussé mon père toute la soirée. Mon père,
fin de la soirée, parce qu'il était bien saoulé, il m'a ramené vers le maître de cérémonie. Il a dit, écoute, monsieur, est-ce que ça vous dérange si ma fille de 5 ans vous chante une chanson? Le prêtre a dit pas du tout. Au contraire. Non, mais c'est dingue. Ouais. C'est dingue, oui. J'ai chanté cette chanson. Très, très belle chanson. Tout le monde debout, et voilà. Et c'était le début d'une petite histoire. Une énorme carrière. À l'âge de 7 ans, vous chantez pour la première fois à la télévision australienne sous le nom de Tiny Tina. Ouais. La petite Tina. 8 millions de téléspectateurs tombent sous votre charme. Ils adorent votre voix d'or. Et là, on vous confie la co-animation d'un show télévisé avec votre partenaire Johnny Bowles. Et là, vous cartonnez avec ça. Ça vous fait quoi d'entendre ça maintenant? Non, écoute, c'est très beau, c'est très innocent, c'est que du bonheur, c'est que de la sincérité, c'est pas de la calculation. Donc tout va bien, vous êtes avec votre ami Little John, donc, mais l'émission s'arrête. Et là, c'est la galère. Vous êtes obligé d'aller bosser dans une compagnie d'assurance, vous chantez dans des boîtes de nuit, vous faites des jingles à la radio, vous faites un single qui est un flop complet. Difficile, période compliquée là. Mais je crois que quand tu passes ta jeunesse à la télé, c'est comme l'histoire de tous les enfants de télé. En fait, quand ils essaient de faire la transition d'enfant, ado ou adolescent, c'est jamais facile. C'est le cas pour Judy Garland, Shirley MacLaine, Mickey Rooney. Alors votre carrière redécollera en 1989 et c'est en 1995 que la France découvre Tina Arena. On regarde. C'est son premier spectacle en France, sa première apparition à la télévision. Voici pour la première fois sur scène, Tina Arena. I can't move my arms, I can't lift my hands, I won't admit to where I am. Une ravissante personne, vous chantez divinement. Je suis certain de votre succès en Europe. Thank you. Tina Arena, sous vos applaudissements, mesdames. Jacques Martin. Jacques, si tu nous regardes. Et donc après Jacques Martin, il y aura ça. Et voilà, Tina Arena. Vous avez une voix incroyable quand même. Hein. Merci. On comprend pourquoi vous avez fait cette carrière. Vous avez une super jolie voix. Alors, il y a eu 2 moments très forts dans votre carrière. Il y a eu le concert d'ouverture des Jeux Olympiques de Sydney en 2000, devant 2,5 milliards de téléspectateurs. Et puis, il y a eu le live en 2007 à la Concorde pour l'élection de Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce que vous foutiez là-bas? Écoute, à cette époque-là, quand quelqu'un t'invite à chanter, moi, je pense que la moindre des choses, c'est d'être poli, soit vous dites non, mais c'est pas un reproche, c'est juste pour savoir. Parce qu'en général, ça a coulé les carrières des gens qui sont... Enrico Macias et Faudel, on les a jamais revus. Hein. Et toi, tu as disparu 10 ans, il y a un problème. Hein. Vous avez quand même été décoré de l'Ordre national du mérite. C'est très gentil de sa part. C'est très gentil de la part de Nicolas Sarkozy. Absolument. Est-ce que vous témoignerez à son procès?
tout cas, il y a une chose qui est certaine, je ne sais pas si c'est passé avec Nicolas Sarkozy, mais vous avez très bien compris Jacques Chirac. C'est-à-dire qu'il n'a fait que des conneries, en fait, à part le fait de ne pas envoyer de l'armée française en Irak. Il a fait que des conneries, vous avez bien compris. On regarde. Okay. Oh non. Carte Chirac. Vous devez faire quelque chose de vraiment très con. Ok, attends. Oh! Ah! Punaise! Ouais! Et bravo. Merci. Bravo, parce qu'en 30 ans de carrière, vraiment, j'ai rarement vu quelqu'un... Se faire lécher les seins par Enrico Macias. Il n'y avait pas Balance ton porc à l'époque. Non, non. Last but not least, vous allez interpréter Eva Perón à Sydney, dans le fameux opéra de Sydney. Ça commence quand? Ça commence, les répètes commencent le 6 août et le spectacle, ça commence, je crois, le 19 septembre. Don't cry for me, Argentina. The truth is I never left you. All through my wild days, my mad existence. Vous êtes prête? Non, je pense que tu n'es jamais prêt pour un rôle comme ça. Ouais. Il ne faut pas trop réfléchir, parce que si tu commences à réfléchir un peu trop... Non, mais ça va très bien se passer. Tu vas jamais... C'est que j'adore le Eva faire. Perón, moi, c'est une de mes idoles. Ben, moi aussi. Tout va bien, alors? Tout va bien. Comment ça va, Moulin, alors? Eh ben ça va très très bien, je suis super content d'être là. Et c'est qui la fille? Tu m'as pas dit? C'est Camilou. D'accord. Bonjour tout le monde. Je savais pas. Dis-moi, Oui. tu connais Moulin? Non, pas du tout. La Moulin, c'est un magicien, mais high-tech, c'est-à-dire c'est un magicien numérique. Read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stock, format it. Technologic. Technologic. Alors Moulin, toi tu préfères parler de magie augmentée, comme on parle de réalité augmentée. En fait, ce que tu fais, c'est que tu incorpores des techniques numériques dans la magie traditionnelle, c'est ça? C'est ça, c'est que j'utilise les technologies d'aujourd'hui, de demain, pour créer des nouvelles illusions en fait qu'on pouvait pas faire avant sans les outils d'aujourd'hui et de demain. Il a un tour extraordinaire, il arrive à tenir une batterie d'iPhone pendant une demi-journée, le mec. C'est vrai ou pas? C'est un peu ça, ouais. On regarde à quoi ça ressemble. Bravo. Alors, dans ton spectacle, tu racontes l'histoire de la magie, en fait, à travers les siècles, c'est ça? En fait, mélanger magie et technologie, ça a toujours été le cas dans toutes les époques depuis la préhistoire. Ouais. Parce qu'à l'époque, la création du feu, c'était l'innovation technologique de l'époque, en fait. Ouais. Aujourd'hui, Ici elle est la voix. Oui. Je ne suis pas là, mais vous m'entendez quand même. Oui. Magie augmentée. Ah, le voilà. Le train était en retard. C'est souvent en retard, le samedi. Mais t'es toujours dans le wagon de queue aussi. Fous-toi dans le wagon. Mets-toi dans le wagon de Je queue. peux te faire une... Attends, faut que je vous dise tout de suite. Monsieur m'a promis de faire aucune allusion à mes mœurs au sexe en général. Donc tu peux dire ce que tu veux, je t'emmerde. Ce sera... Bon, alors, Moulin. Il fait de la magie augmentée. Ah, qu'est-ce qui augmente? Il fait de la magie augmentée, c'est-à-dire... Non, mais j'ai rien dit. Non, hein. Il a fait son premier tour à l'âge de 6 ans. À l'époque, il se prenait pour Superman, il s'est jeté dans l'escalier. C'est vrai ou pas? C'est vrai, ouais. T'es tombé? Oui, je suis tombé. Merde. Et je me suis ouvert la tête 2-3 fois. Et après, je me suis dit, bon, il y a peut-être des méthodes, en fait, pour s'envoler sans s'éclater la tête. Et après, t'es allé faire des tours quand t'avais autour de 10 ans dans le restaurant de ton père. C'est ça.
Et il y avait plein de clients en fait de tout âge qui venaient de tous les endroits et qui étaient plus ou moins faciles et réceptifs à la magie. Ouais. Et du coup, ça a été un super entraînement parce que tous les jours, je faisais des tours là-bas en fait. Alors ensuite, il a fait l'école d'ingénieur, spécialité réalité virtuelle. C'est ça. Hein? Ensuite, il est allé faire un stage chez Dassault. Chez Dassault, tu as appris à faire disparaître des actifs dans les comptes offshore. Alors... non, c'était chez Dassault Systèmes. En fait, c'est une entreprise qui crée des logiciels de 3D pour modéliser en fait des voitures, des camions. Et en fait, moi, j'utilisais ces logiciels et je les détournais pour créer les premières illusions de magie. En fait. Et c'est là que tu rencontres Gamgee et Winston, donc deux potes un peu geeks, avec qui tu crées Augmented Magic, donc qui est une société, qui est votre société. C'est ça, qui crée des nouveaux outils à la magie. Ouais. Mais qui ont aujourd'hui pour seul utilisateur moi. Ouais. Et le président Macron, notre bon président Macron, a remarqué cette start-up. Moi, je suis sûr que tu vas gagner. La France a un incroyable talent. Ah, Il participe cette année? Ouais. C'est une bonne année. Tu peux le faire gagner. Déjà, il a fait disparaître Ozon, c'est incroyable. Tu nous fais un tour là pour voir. Oui, carrément. Ah, tu vas voir Dave, là, tu vas voir le truc. Yes, je vais juste prendre quelques photos. Alors, comment on va faire ça? On va se mettre là. Quelques photos de toi. Ouais, d'accord. Ah, attends. Ok. Hop. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre... on va prendre un objet classique en magie, qui est... Voilà, c'est une carte. Voilà, c'est des cartes, voilà, tout simplement. Ouais. Du coup, ces cartes, elles ont un parapluie ici. Et quand tu veux, tu peux toucher un parapluie. Où il est le parapluie? Ah, il est là. Ouais, là, sur je touche devant toi. Ouais, tu touches devant moi. Voilà, celui-là. C'est celui-là. Oui. Ok, super. Voilà, je te le montre. D'accord. Voilà. Tiens, garde là, merci. Ton cœur. Voilà, nickel. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder, en fait, tout simplement, la photo que j'ai faite de toi tout à l'heure. D'accord. Tu te rappelles, je t'ai fait une photo, on était de face, on était posés juste ici. Et on va déverrouiller ça, on va regarder ce qui s'y passe. Voilà. Tac. Voilà, toi, tu connais mon code maintenant? Oui, 4 x 0, c'est con. Le mec, il est super branché en technologie. Il a le même code que moi. Oh, c'est moi. Du coup, je connais ton code aussi. Oui, bah oui. Et là, regarde, je vais juste retirer, parce que moi, je me suis toujours demandé qu'est-ce qu'il y a sous la veste, qu'est-ce qu'il y a sous l'homme en noir. Il y a un cœur. Regardons. Hop. C'est ta veste. C'est ta veste et on voit ton Marcel. Putain, c'est dingue. Regarde. Attends, qu'est-ce qu'il y a sous le Marcel? Poum. Il y a la carte. Sous le Marcel, regarde. Et là, on voit ton beau corps, ici. Et à côté du corps, regarde bien ce qu'on voit. Tu as un tatouage sur le pectoral. Est-ce qu'on peut zoomer sur le pectoral? Et on voit exactement la carte qui est l'as de pique. Ça va Thierry? Ça va super, bah oui. C'est marrant, je sais pas pourquoi, mais je sens que ce soir ça peut déraper. Là, on a un acteur, un chanteur, un juge, une ex-star du X. Ça commence comme un Cluedo. Je sais pas qui va finir avec le chandelier et où va finir le chandelier, mais ça démarre très très fort. Vraiment. Alors. Thierry, notre premier invité, avec son cœur de rocker, il a jamais su dire je t'aime. En revanche, mater les seins tout pointus de Mélissa qui vit toujours dévêtue, ça il sait faire. C'est Julien Clerc, mesdames et messieurs. Julien Clerc, c'est incroyable, 50 ans de carrière. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, Mélissa, elle n'a plus les seins tout pointus, mais elle marche dessus. Et alors, je dois faire très attention à ce que je dis parce que ma maman est fan de Julien Clerc. Donc voilà, une blague ratée, c'est un coup à finir comme David Hallyday, pas sur le testament. J'ai été conçu sur la Californie et j'ai failli m'appeler Mélissa. Donc voilà, Julien Clerc, on peut le dire, c'est un chanteur à femmes. Ça fait 50 ans qu'il chante l'amour, les femmes. En gros, c'est Danny Briand, mais avec des bons textes. Et des bonnes mélodies aussi. Votre nouvel album, il s'appelle À nos amours. Alors normalement, ce qu'on répond, c'est que les tiennes durent toujours, mais vu l'âge de certains dans le public, c'est que les tiennes durent encore 2-3 jours. Et... Non, attendez. Je ne donnerai pas l'âge de Julien, mais un indice, vous avez le même âge que Michel Sardou. Voilà, et quand on voit l'état des deux, on se dit que faire beaucoup la gueule, ça laisse plus de traces, donc faites comme Julien, souriez. Voilà.
Notre prochain invité, Thierry, il a cherché des alibis pour les mecs infidèles et ça a cartonné avec le mariage homosexuel. Non, c'est pas François Hollande, c'est Tarek Boudali. Tarek qui signifie étoile du matin en arabe et rentre chez toi au Front National. Et non, Tarek qu'on présente plus et qui fait partie de la bande à Fifi, la bande des humoristes, pas la bande à Fillon. Et 4 films, 4 succès, plus de 11 millions et demi de spectateurs, c'est incroyable. Le dernier, c'est le film que tu as réalisé qui s'appelle Épouse-moi mon pote, 2 millions et demi de spectateurs. Par rapport aux vues de Katsuni sur Internet, c'est pas grand-chose, mais non. Et là, il sort en DVD. Il sort en DVD pour ceux qui n'auraient pas vu, je vous fais rapidement le pitch. C'est après avoir échoué un examen, un étudiant marocain se retrouve en situation régulière et pour y remédier, il se marie avec son meilleur ami. Donc c'est un beau message pour les étudiants étrangers. Ne loupez pas vos examens. Voilà, alors... Thierry, le prochain invité, il connaît tellement bien les terroristes que même quand un gamin fait une bombe à la piscine, il se méfie. C'est Marc Trévidic. Marc, il a été juge antiterroriste, voilà, parce que voilà, tous les terroristes tristement connus se sont assis un jour en face de Marc Trévidic, un peu comme Michel Drucker avec Vivement Dimanche. Enfin, bon, pour ceux qui restent, bien entendu, parce qu'il faut le rappeler, terroriste, c'est des carrières très courtes. T'as pas le temps de cotiser pour ta retraite. De toute façon, il n'y a pas de retraite. Voilà. Et vous avez dit à propos des terroristes, il y en a 5-6 qui m'inquiètent. J'espère qu'ils ne sont pas encore sortis de prison. Est-ce que vous pouvez être plus précis? Parce que 5-6, c'est pas la même chose, Marc. Hein, voilà. Et là, il vient pour un livre voilà, qui s'appelle Le Magasin Jaune, et ça retrace l'histoire d'un lieu où joie et désespoir se succèdent. Voilà. Vous auriez pu l'appeler le Parti Socialiste, mais après, ça, c'est comme vous voulez. Et puis pour terminer, Thierry, on va faire très attention à ce qu'on dit à notre prochain invité, parce qu'en plein balance ton port, MeToo, ça serait con de se prendre un avertissement du CSA au cul. Enfin, pas au cul, enfin... Céline Tran, mesdames et messieurs. Alors, pour les téléspectateurs, comment expliquer qui est Céline Tran? Vous avez été actrice, voilà. On regarde à quoi ça ressemble. Non. Non, voilà, on va crever l'abcès tout de suite. Oui, vous avez été actrice X, voilà. Et puis, je voudrais juste prendre 2 secondes pour parler à ce couple qui est assis en ce moment sur le canapé. Et il y a la femme qui demande au mec, tu la connais, toi? Et la sueur du mec qui fait, non. Je sais pas qui c'est. Si, tu sais qui c'est. On le sait tous. Et je suis désolé pour ce monsieur. Papa, je t'aime. Voilà, alors... Bravo. Mais oui, mais c'est... Et je voudrais aussi rappeler aux jeunes qui nous regardent que c'est très important, c'est de la fiction, c'est pas la réalité. Le porno, c'est pas comme ça qu'on fait de la plomberie. Je veux dire, c'est quand même incroyable le nombre de fuites qu'il y a dans vos films, tu sais, de lave-vaisselle cassée. Vraiment, vous avez acheté du très mauvais matériel. Mais non, sérieusement, rappelons que le porno, c'est pas comme ça qu'on fait l'amour, voilà. Après, c'est très compliqué à concevoir pour les jeunes téléspectateurs, parce que dans un film d'action, on sait très bien que c'est pas une vraie bagarre. Mais dans un film porno... C'est quand même très bien imité. Non mais... Après, on peut dire ce qu'on veut sur le porno, mais il y a quand même beaucoup de points positifs. Déjà, c'est quand même le seul cinéma où les noirs tournent plus que les blancs. C'est un cinéma où la mixité est beaucoup mise en avant. Hier soir, j'ai vu un magnifique film sur la relation diplomatique entre le Cameroun et la Suède. C'était formidable. Et j'anticipe aussi parce que Aurore Berger, qui était venue ici il y a 15 jours, qui avait une robe assez courte et légère, avait reçu beaucoup de commentaires négatifs et d'insultes sur Twitter. Voilà, si vous avez l'intention de faire des remarques dégueulasses sur Céline Tran, sur Internet, voilà, je vous propose d'aller vous branler aux chiottes, ça va vous passer. Parce que... Non mais... Parce qu'en vrai... Peu importe ce qu'elle a fait, elle a tué personne. Et au contraire, elle vous a sûrement donné beaucoup de plaisir. Et a priori, c'est pas votre sœur, donc vous n'êtes pas en mesure de la juger. Et même si c'est votre sœur, vous n'êtes pas en mesure de la juger. Et elle mérite tout autant de respect que n'importe quelle autre femme, comptable, ministre, serveuse ou pilote d'avion. Voilà, donc si vous avez envie de la juger, bah, repensez à ce moment où vous êtes passé, je sais pas, au feu orange, où vous auriez pu tuer quelqu'un, à ce moment où vous avez ouvert une portière sans faire attention à ce qui arrivait derrière, roulé à 60 au lieu de 50 parce que vous étiez pressé, traversé sans regarder, téléphoné au volant, méprisé un SDF, ne vous êtes pas levé dans un bus pour laisser votre place à un vieux ou pas laisser passer une femme enceinte à la caisse. Voilà, toutes ces choses-là sont beaucoup plus graves que tout ce qu'elle a pu faire dans sa vie. Donc avant de juger sa vie, faites un petit bilan sur la vôtre. Voilà. Merci, c'était Tom Villa, mon CDD. On le retrouve ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur le site, l'appli MyCanal. Et maintenant, on passe à notre Théo Top de la semaine. Florent Pagny, rebonsoir.
Florent Pagny, mesdames, messieurs. Sympa la chorégraphie. Carrière, 15 millions de disques vendus. Alors Florent, tudo bem. Todo bien. C'est le seul truc que je sais dire en portugais. Ah oui, bon, oui. J'ai un peu appris. Objection, votre honneur. Mon client n'est pas venu ici pour parler de sa situation fiscale, mais de son dernier album. Ah d'accord. Parfait, tu es un avocat de choix. Je sais dire aussi The Voice. Ah, très Je sais dire que foras el fisco. Ah oui. Ça veut dire quoi, ça? J'encule le fisc en portugais. Fist fucking, ça s'appelle. Non. Voilà. Bon alors, Florence, ça ne doit pas être facile pour vous en ce moment. C'est assez simple. Rien sur les Paradise Papers. Oui. Votre réputation baisse, quoi. Non, parce qu'en même temps... Je t'ai déçu, moi. J'ai jamais été dans ces plans-là, quoi. Ouais. Ils ont essayé un moment de me faire des procès et vous avez gagné. Enfin, ils ont perdu. Voilà. Tu vois, ils ont perdu leur procès et leur appel. Voilà. Et quand certains disent que j'ai été condamné pour fraude fiscale, je pense qu'ils s'égarent parce que c'était un reliquat de retard de déclaration de TVA. Rien à voir avec une fraude fiscale. Ce qui fait que quand on dit ça à la télé, on pourrait se dire que... Non, non, mais ici, on dit tout comme ça. Deuxième rappel, mon client est ici pour son album. On va en parler. Comment ça va, En même temps, je suis ici pour mon album et j'ai un peu l'impression que de toute façon, je vais faire une de mes dernières télés. Oui. Ouais, parce que j'ai trouvé ça plus sympa. Non, alors attendez. J'ai pas dit que j'arrêtais de chanter. Ah merde. Moi, je vais faire des disques, je vais faire des concerts, mais c'est vrai que je vais peut-être faire mes adieux à la promo et à la télévision en me disant que finalement, pourquoi je suis à la télé? Parce que je chante bien. Mais on ne parle jamais de ça. On parle que... Non mais attends, le pognon, le fisc, le tarpé, le machin, tout le bordel où tu dis... Ok, moi je suis bavard, je raconte tout parce que je cache rien. Et à un moment, bah, tu trouves que ça fait un effet pervers et que ça se retourne contre toi. Et la meilleure manière, bah, c'est d'arrêter de venir sur les plateaux et d'arrêter de parler. Quoi. Je dis tout ce que je pense et ça me retombe dessus. Eh bien voilà, mais toi, t'es obligé de faire de la télé. Oui. Moi, je suis pas obligé. C'est vrai. Eh ouais. Alors comment va Azucena? Très bien. Ben voilà. Justement, Azucena va très bien. J'ai encore moins besoin d'aller faire de la télé. Je suis équilibré et j'ai ma belle vie. Et les enfants, Inca et Aël, comment vont-ils? Très bien. Ils font leurs études aux États-Unis. Sérieusement, Florent, vous aviez fumé quoi le jour où vous avez choisi les prénoms? Alors, je vais te la raconter. Pourquoi pas Machu Picchu? On a cherché des prénoms qui pouvaient aller aux garçons ou aux filles parce qu'on ne voulait pas savoir ce qu'on allait avoir. Ah. Ce qui fait que jusqu'au dernier moment, ça pouvait être une fille qui s'appelait Inca et un garçon qui s'appelait Aël. Et voilà. Alors, on va parler de votre nouvel album, donc. Non. Ah bah si, quand même. Non. Ah bah si, quand même. Florent, arrête, Florent. me fais pas chier, c'est de la musique. Mais non, Rappelons attendez. le titre qui s'appelle Le Premier Tiers. Non, pas du tout. Le présent d'abord, mais est-ce que vous l'avez enregistré directement ou vous êtes passé par une société écran au Panama? Au Panama, je l'ai fait. Panama, vous l'avez fait au Panama. Bah, au Panama, c'était super sympa. Alors ça s'appelle Le présent d'abord. Le présent d'abord, c'est une philosophie de vie, j'imagine, non? Pas se soucier du passé, pas du futur. Ça rappelle le Carpe Diem. Ouais, c'est ça. Le présent d'abord, tu vois. Voilà, maintenant, on est là. On est tous ensemble. On est là. Avec Frédéric Lopez. Et on vit ça. Mais non, mais c'est vrai. En vous observant, c'est compliqué de tout à coup entendre des Moi, je dois toujours me défendre. Maintenant, c'est que des joutes. Mais t'as pas à te défendre, on t'attaque pas. Mais si. Florent ne répond plus aux questions sur le film. Mais voilà. Oui, mais moi, je sais pas ne pas répondre. Ça me saoule, j'en ai marre. J'en ai marre des journalistes. Le mec du 7 à 8, putain, son reportage, il était super. C'est cette voix off de merde où ça ne parle que de pognon, ça parle que de choses dégueulasses. Donc on peut dire un mot, c'est important parce que j'ai l'impression de comprendre tout ce qu'il dit et j'ai l'impression que ceux qui nous regardent comprennent tout ce qu'il dit et j'ai l'impression que vous comprenez tout ce qu'il dit. Bien entendu. Et donc ce qui est troublant, c'est que là il est dans un domaine bienveillant, il sait que vous l'aimez bien, mais c'est pas tout le temps comme ça. En fait, vous êtes en train de faire des vannes sur la rumeur, mais vous savez qu'il paye ses impôts. Ah oui, il paye 1 million par an, je le sais. Ça renforce le truc. Je peux dire un petit truc. Soit Florent élude l'impôt dans son pays et ne participe pas à l'effort collectif. Mais c'est même pas vrai. Non, mais attends, je dis soit. Mais les règles sont les règles, on est obligé de les payer. Moi, je suis franco-français. J'essaye de te défendre. Non, mais je ne dis pas que tu m'attaques. J'essaye de préciser une chose que tout le monde n'arrive pas à comprendre. C'est qu'à un moment, nous, quand on fait ce qu'on fait, nos prestations, elles sont sur le territoire français. Eh bien, on paye le taux français en France. C'est tout. Et donc, je dis, soit il élude l'effort que nous devons tous faire pour notre pays, et dans ce cas, c'est un salaud, et dans ce cas, il ne faut pas l'inviter sur un plateau de télé.
soit il ne fait pas ça. Il paye ses et dans ce impôts. cas, Et et dans ce cas, tu l'invites et tu parles de sa carrière artistique. Mais c'est bien Et ce de que sa j'essaie voix de géniale. Alors, parlons de l'album. Vas-y. Alors, votre album s'appelle Le présent d'abord. C'est une philosophie de vie, en fait. Non. Ce qui compte, c'est le présent. L'instant présent, comment vous sentez, Florent? Super. Il vaut mieux considérer son instant présent que de traîner dans du passé ou de projeter dans un futur qu'on ne connaît Vous avez pas. au moins appris ou ça. de passer trop de temps dans des réseaux sociaux. Donc, vaut mieux... ou dans la télé. Donc, il vaut mieux... Vivre sa vie. Ce qu'on a Alors, autour de vous avez soi. déjà vendu 100 000 exemplaires de cet album. Oui. Alors, c'est un album qui a été fait en collaboration avec Maître Gims et produit par son alter ego Danny Sainté. Et il y a une phrase que j'adore dans Le Parisien, c'est Florent Pagny s'offre un coup de jeune sans faire de jeunisme. C'est vrai. Vous êtes toujours quand même, vous surfez sur l'air du temps. Moi, je me suis positionné il y a quelques années comme un interprète. Donc, tu as la liberté de pouvoir aller choisir des chansons dans plein de milieux différents. Et il y a des générations qui arrivent où tu fais hey, les gars, ça vous amuse de collaborer avec un jeune vieux ou un vieux jeune et parce qu'il faut aussi qu'ils aient envie de t'apporter les chansons, les bonnes chansons. Il y a un truc quand même qui est constant, c'est, vous avez en commun d'ailleurs avec Maître Gims, c'est l'amour des grandes mélodies. Oui, ça c'est un vrai point commun avec Gims, l'amour des mélodies, mais en fait ça vient aussi beaucoup de la texture de la voix qu'on peut avoir, c'est-à-dire avec le côté un peu opératique où on peut se balader sur des lignes mélodiques un peu colorées. Et moi c'est vrai que voilà, c'est un peu mon terrain. Alors, vous avez toujours la patate, il y a une chanson qui s'appelle « Je veux en voir encore » où vous dites « Je veux en voir encore des KO debout et des médailles d'or ». Vous n'avez pas raccroché les gants, quoi. Oh non, en fait, on se dit, attends, malgré tout ce qui peut arriver, malgré tout ce qu'on a vécu, ou malgré tout ce qu'on peut subir, ne nous laissons pas écraser, levons la tête, et il y a encore plein de choses à faire, et ayons la patate, et allons nous battre. Oui, la patate. Et donc, c'est... Mais bien sûr. Mais c'est les mômes qui m'ont envoyé ces chansons. Et les chansons, elles arrivaient, c'est peut-être Slimane, il m'amène une chanson. Alors Slimane, c'était mon talent dans The Voice. Ouais. Et là, d'un seul coup, c'est lui qui est venu me coacher et moi qui suis allé interpréter sa chanson. Et c'était, ça traitait du même sujet où il faut changer les choses, où on va changer les choses. Jusqu'à la fin, on arrive avec une dessine un jour nouveau. T'es là, mais les mômes, ils ont envie que ça bouge, ils ont envie que ça change, mais ils ont envie d'aller vers le positif. Et c'est vrai qu'à la fin, je finis par dire, putain d'album, c'est presque un médicament. Tu l'écoutes en boucle et ça t'enlève cette morosité, ça t'enlève cette tristesse et presque cette peur et cette lâcheté en te disant, eh ouais, je peux aussi bouger mon cul et faire quelque chose. Et si je peux devenir la voix de cette génération-là, bah super, je suis super content. On regarde à quoi ça ressemble. Il m'a fallu des voyages et des mirages pour être sûr de moi. Aujourd'hui je sais que je ne sais pas. Ne me demande pas où se trouve le droit chemin. Même si chacun a le sien, personne ne connaît sa route. Et c'est la beauté du doute. Si tu perds un combat, donne à ta vie d'autres chances. Personne ne connaît d'avance tous les parfums que l'on goûte. Et c'est la beauté du doute. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est la maison où Frédéric Lopez recevait les gens dans la parenthèse. C'est ça? Oui. Et il y a Michel Drucker dans le clip. C'est là où on a tourné, on a passé du temps. On a passé un week-end. J'adore cette chanson, j'adore ce clip, s'il vous plaît. Avec d'autres. Avec d'autres. Alors, quand on voit la pochette, là, on voit que c'est vraiment une invitation au voyage. Ouais. Dans la chanson qui s'appelle Gandhi, Gandhi, c'est le vrai prénom, en fait, de Maître Gims. Vous dites, va où tu veux, va où ça vit, va comme tu peux, mais reste pas assis. Bah oui. La preuve. Eh ouais. La preuve. Non, mais tu bouges. Ici la voix. Oui. Thierry, ici au Standard, j'ai pour Florent Pagny 98% d'opinions favorables. Oui. Interrogez-le sur les 2% qui manquent. Alors, tu vois, j'ai appris ça de Stark. C'est-à-dire que j'ai vu ce mec-là bouger, prendre un avion tous les 3 jours, là où tout le monde pourrait se dire quelle fatigue. Et le mec est toujours hop, il vieillit pas.
Ouais. Et tu te dis, ça peut être une vraie solution, essayons. Et depuis, j'ai pris cette habitude de voyager et d'être tous les 3 jours, toutes les semaines, dans un avion et dans un endroit, et je dors pas plus de 10 jours dans le même lit, quoi. Florent Pagny, il n'y a pas besoin de beaucoup le pousser pour qu'il fasse des voyages. Je valise son carton sur la mer de France. Un Portugais vient de quitter son Portugal. Non mais vous êtes... Arrête, il va faire sa valise en mais carton. Non, Arrête, il est trop cash, Florent Pagny. Vous auriez dit que vous alliez au Portugal pour le fado et la morue, personne vous aurait emmerdé. Mais en fait... Vous dites j'y vais pour les impôts. Mais c'est là où vous êtes trop cash. Mais c'est pas du tout. En fait, la question, c'était où vous vivez. Oui. Et la réponse, c'est je suis un peu en Patagonie, je suis un peu en Amérique pour voir les mômes, je suis un peu en France, et là, j'atterris même au Portugal. Voilà. Ah bon? Pourquoi le Portugal? Mais moi, si tu me dis parce pourquoi que j'aime le Portugal... la Moruche. Eh oui, mais moi, je sais pas mentir. Alors, quand on me dit pourquoi le Portugal, t'es là, tu fais oh là là, lui. Mais dans le même interview, il est cut à la fin parce que quand j'ai fini tout mon développé sur le Portugal, je lui dis maintenant, tout ce que je viens de te raconter, c'est pour toi. Ouais. Tu le gardes pour toi. Dans le Parisien, absolument. Sérieusement, Florent, sérieusement, honnêtement, au-delà de tout ça, c'est vrai qu'à notre époque, c'est très difficile de ne pas être politiquement correct. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelqu'un qui sort du troupeau et couvre sa gueule, il se fait massacrer. Laurent, tu te rends pas compte parce que tu es beaucoup à l'étranger, mais aujourd'hui, on ne peut même plus soulever la jupe de Nolwenn. Ouais, Voilà. j'ai vu. Alors, Florent, avant de passer à Vizorek, on va faire un petit jeu inspiré de The Voice. Vous êtes prêts? Interview sandwich. Non. Ah bon. On va faire entrer 2 chanteurs et vous allez nous dire celui qui chante le mieux, et quand il y en a un qui chante bien, vous vous retournez, d'accord? D'accord. Votre nom? Florian. Allez-y, chantez, monsieur. Quitte à tout prendre, les négoces et la télé, ma brosse à dents, mon revolver, la voiture, ça c'est déjà fait. Avec les interdits bancaires, prenez ma femme, le canapé, le micro-ondes, le frigidaire, et même jusqu'à ma vie privée. De toute façon, à découvert, je peux bien vendre mon âme au diable. Avec lui on peut s'arranger, puisqu'ici tout est négociable, et vous n'aurez pas la liberté de penser. Voilà, stop, Florent. Est-ce que vous vous retournez ou pas? Alors, voix placée, il chante juste un petit peu vintage, comme on dirait. Ah ouais, d'accord. Il a déjà des petits tics, et s'il est un peu âgé, c'est impossible à changer. Alors, pour faire le parcours, pour faire la suite, peut-être. Alors, pas. monsieur, asseyez-vous. Faites entrer le 2e chanteur, s'il vous plaît. À vous, monsieur. Argent, trop cher. Savoir sourire à une inconnue qui passe, n'en garder aucune trace, sinon celle du plaisir. Savoir aimer sans rien attendre en retour, ni égal ni grand amour, pas même l'espoir d'être aimé. Savoir donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer. Aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire. Rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre et s'en aller. Stop. Monsieur, montez sur l'estrade, tous les deux. Florent, attends, ne bougez pas, Florent. Votre avis?
Alors, j'ai une voix un peu plus jeune, elle manque de tissu. Il y a une bonne technique, ça chante juste aussi. Les deux chantent juste et sont plutôt en place. Au départ, tu sens que le deuxième, il est un peu plus stressé, puis après, ça devient mieux. Mais il manque un poil d'étoffe dans la voix et tu sais que il faut plus de possibilités pour la suite des événements. Et ça reste deux performances. Et le look, Florent, qu'en pensez-vous? Alors là, j'ai pas vu. À mon avis. Allez-y. Je regarde. Dommage. Ça suit. Voilà, c'est plus cool. C'est des sosies. Mais vous avez tous les deux la technique, ça fonctionne et tout. Après, si on parlait, moi j'étais en référence de The Voice en me disant le voyage il est compliqué et long. Surtout que le premier, il y a 2 jours, il faisait Zazie à la base. Merci. Voilà. Merci, messieurs. Et maintenant, c'est l'heure des infos de Viso. Quel accueil! Bonsoir à tous, bonsoir Thierry. Et on commence tout de suite par la politique française. Voilà, surprise, sursaut de popularité pour Macron et Philippe. Macron, plus il insulte les gens, plus il les traite de fainéants, plus il leur dit qu'il fout le bordel, plus les gens l'aiment. A priori, en France, il n'y a pas que le système politique qui est bipolaire, les électeurs le sont aussi. Et ouais. Alors, pour Édouard Philippe, c'est différent. Si sa popularité augmente, c'est essentiellement dû au fait que les gens sont déjà contents de le reconnaître maintenant. Et ça donne un petit coup de boost. Laurent Wauquiez continue à affiner son personnage. Il est conscient de la nécessité de brûler son étiquette d'énarque. Brûler, hein, le verbe est fort, mais voilà, pour être certain de ne pas devenir la droite molle, la droite si molle. Jeu de mots de qualité. Oui, ouais, j'ai bossé, j'ai bossé. Fais-moi là, fais comme ça. Voilà, ça couvre. Et voilà, je vous dirais que s'il fallait vraiment brûler quelque chose chez mon Lolo, ce serait d'abord ses costumes de fête. Hein, on se souvient de celui-là, voilà. Ouais, c'est pas un montage, hein, c'est pas un montage. Qui imagine le général de Gaulle avec un colon moulant et une crêpe sur la tête? Je ne sais pas. On reste à droite ou ça bosse? Ça bosse à droite en ce moment. Au nom de l'égalité, des députés de droite veulent faire payer la taxe d'habitation en prison aux détenus. Ben oui, vous pouvez les applaudir, j'ai rien à faire. Ouais. C'est génial, c'est... Excellente idée, et j'imagine que si les gars ne la payent pas, oust, c'est l'expulsion. C'est fort. Droite, enfin. On était inquiets, mais il vit toujours. Jean-François Copé a déclaré: Macron est en train de devenir le président de droite que les gens veulent, à ne pas confondre avec François Hollande, le président de gauche que les gens ne voulaient pas. Passons à gauche avec la France Insoumise. Raquel Garrido arrête la politique. Elle a choisi la télévision, évidemment. Alors, en apprenant cette info, mon chauffeur de taxi m'a demandé si vous pouviez peut-être proposer un job de chroniqueuse à Anne Hidalgo. Oui. Ça lui ferait bien plaisir. Parlons d'Hidalgo, justement. Le tribunal administratif de Paris confirme la suppression du marché de Noël à Paris. Et c'est triste. Vous imaginez le désarroi de ces touristes chinois qui, cette année, n'auront pas le bonheur d'aller au marché de Noël pour acheter sur les Champs-Élysées des souvenirs fabriqués par leurs propres enfants. Et c'est vraiment triste. Gauche, toujours avec une bonne nouvelle pour le cinéma. Arnaud Montebourg devient acteur. Il est au casting de la suite de Neuilly, sa mère. Oui, c'est déjà marrant, mais la vanne arrive. Alors attention, vous n'allez pas être déçus. Parce que l'article explique qu'il jouera son propre rôle. Hein. Donc voilà, bon, c'est un début, il fera sans doute de la figuration. Mais on lui souhaite le meilleur, et surtout Montebourg au cinéma. C'est la première fois que le public français pourra voir sa tête aussi grosse qu'il ne l'a. Société. Comment du sucre français s'est retrouvé dans les bombes de Daesh? Alors, c'est du sorbitol Picard qui serait en effet utilisé pour lancer des roquettes. Et là, c'est chaud, parce que ça veut dire qu'à cause de Daesh, bon, tu peux non seulement perdre un bras, tu peux perdre une jambe, mais t'es pas à l'abri de choper les caries. Le sorbitol ne donne pas de caries, en fait. Oh, le mec est balèze en sucre. Non, le mec, il a fait dentiste avant d'être chanteur. Oh, putain, le mec est balèze, merde. Bah, si quelqu'un veut me niquer une autre vanne, vous n'hésitez pas. Faites comme Amir, allez-y.
Merde. J'ai rien sur des immeubles, mais restez vigilants. Santé toujours. L214 demande l'interdiction de l'élevage des poules en batterie d'ici 2025. Et ça, j'imagine que c'est un coup dur, Jean-Pierre, pour le maintien de l'élection de Miss France. Je l'attendais. Vous la voyez arriver? Bon, c'est cadeau. Les brèves. Une femme sur deux augmente le chauffage en cachette. L'autre femme ne sait pas comment fonctionne le thermostat. Hashtag. États-Unis, un 8e enfant meurt écrasé par une commode Ikea. Alors apparemment, ce serait ce modèle, le modèle avortement tardive. Notons, oui, il y a un jeu de mots. Oui, on l'a. Ouais, il y en a un. Notons que, voilà, grâce à l'hygiène alimentaire des petits Américains, il y a toujours moins d'enfants américains écrasés par une commode Ikea que de chaises Ikea écrasées par des enfants américains. Nantes, enfin, un quadragénaire surpris en pleine nuit par un agriculteur en train d'agresser sexuellement une vache. Voilà, ça reste bon enfant. Oui, On n'a plus rien le droit de faire. quand Jackie et Michel rencontrent Interville. Et culture. C'est chic. Bravo. Ouais, non, parce que chaque semaine, je terminerai par une proposition de sortie culturelle avec l'artiste de la semaine. Et aujourd'hui, je propose le photographe chinois Liu Bolin. Il sera exposé à la Maison européenne de la photographie jusqu'au 29 octobre. Il s'agit donc d'un artiste chinois qui fait des autoportraits et il disparaît dans le paysage. En gros, il a piqué le concept de François Hollande pendant son quinquennat. Non, mais c'est chouette parce que voilà, d'habitude, les Chinois qui disparaissent dans la nature, ce sont pas des artistes, ce sont des opposants politiques. Et on va, oui, merci. Et on va voir quelques images pour vous donner envie. Voilà, il est perdu comme ça dans le mur de briques. Vous, Thierry, par exemple, si on vous met un mur noir, on vous met devant, vous pourriez faire ce genre de choses. Une autre image où il imite Michael Schumacher, il fait le légume. Liu Bolin s'essaye aussi à l'art qui dérange. Avec cette œuvre-ci, il n'hésite pas à dénoncer ce fléau des grandes capitales, ces gens qui restent debout, immobiles, au milieu de l'escalator, alors qu'ils devraient se ranger sur la droite. Et un petit dernier que j'aime beaucoup, on le voit ici, vous voyez, il est dans une salle de spectacle, et ce qui prouve qu'on devrait y regarder à 2 fois avant de conclure qu'il n'a pas de public dans les pièces écrites par Bernard-Henri Lévy. Voilà. Vraiment, allez-y et dites-vous que l'art, c'est comme la politique, c'est pas parce qu'on n'y comprend rien qu'on n'a pas le droit d'en parler. À la semaine prochaine. Bravo, très bien. Et on passe maintenant à notre terrien du samedi soir. Popek, bonsoir. Alors, Popek, avant de commencer, je voudrais vous dire juste qu'on est vraiment sincèrement très heureux de vous avoir avec nous ce soir. En fait, vous appelez pas Popek, vous appelez Jutka Ertzu. Après avoir grandi comme un enfant caché, pardon, sous l'occupation, et enchaîné une multitude de jobs, c'est en 1968 que vous avez créé votre personnage de Popek, la version française, on peut dire, de Charlie Chaplin. Vous racontez votre histoire dans un livre intitulé « De qui tiens-tu ce don-là ?» publié à l'Archipel, et ce soir, dans Salut les Terriens. Alors, Popek, vous êtes né le 18 mai 1936 à Paris. Votre père, émigré roumain, ancien combattant de la Première Guerre mondiale, travaille à l'époque comme massicotier dans une imprimerie. Votre mère, elle aussi, a fui les pogroms, mais ceux de Pologne. Vous vivez avec votre papa, votre maman et une fille que votre mère a eue avant, dans une chambre de bonne à Barbès. Rochechouart. Ah ouais. Rochechouart. Rochechouart. J'étais au 36 et au 66, il y en avait un voisin qui avait été, à qui on a coupé le cou, et il s'appelait Landry. Ah ouais, putain, ouais. Ah ouais, d'accord. C'est la vérité. Alors, le problème de votre prime enfance, en fait, c'est que vos parents se disputent beaucoup
Ah oui. Et ça vous brise le cœur. Quand votre père part en claquant la porte, vous êtes détruit. Oui, moi je me souviens, il n'y en a pas... par exemple, j'avais rempli mon pot, on me le racontait, on ne peut pas s'en souvenir. Ouais. Ils disputaient tous les deux pour savoir qui va le prendre. Alors à la fin, moi j'en ai eu marre, j'ai pris le pot et j'étais trop petit, tout était parti par terre. Ouais. Il paraît qu'ils se sont réconciliés. Ouais. Alors à 4 ans, vous jouez comme figurant déjà dans un film intitulé La charrette fantôme, mais malheureusement la guerre arrive. À l'époque, votre père craint de voir Paris subir le même sort que Varsovie et il demande à l'OSE, c'est-à-dire un organisme destiné à protéger les enfants juifs, de vous héberger dans des foyers d'accueil. Le premier, c'est Montmorency. Quand on vous emmène à Montmorency, vous ne voulez pas quitter votre mère, évidemment, et c'est la dernière fois que vous la voyez. Oui. Votre mère, oui, qui est femme d'un ancien combattant de la guerre de 14-18, mon père, oui, a été déportée par la France à Auschwitz. Alors, vous n'avez gardé aucun souvenir du visage de votre mère? Non. Vous vous souvenez qu'elle avait les cheveux blonds, mais c'est tout. Ensuite, ce sera la Creuse. Alors, dans la Creuse, vous allez toujours dans des foyers de l'OSE, vous vous faites appeler Jean. Parce que quand vous appelez jus de cas, les gosses, ils disent jus de carotte, jus de caca. Oui. Oui, bande de salopards. Oui, et j'ai toujours demandé à mon père qui m'a donné ce prénom-là. Et lui, il s'est défaussé. Il m'a dit, c'est ta mère. Votre père vient vous voir quand vous êtes dans la Creuse. Malheureusement, son train est mitraillé. Il est obligé de se cacher sous une locomotive. Oui. Il termine à pied et il est finalement arrêté, quoi. Donc c'était compliqué. Il est arrêté par des Français, ouais, parce que la Creuse ne sait pas que la guerre a été gagnée par les Allemands. Ouais. Elle est zone libre. Ouais. Et dès qu'on voit un type avec un accent étranger et tout, on pense qu'il est allemand, on l'arrête. Ah oui. On ne sait pas qu'il y a eu la capitulation. Ouais. Et mon père a été arrêté comme espion allemand. Ouais. Heureusement que le maire du village, oui, grâce à Dieu, il a aidé votre père. Bon. Ouais. Alors là, votre père vous ramène à Paris. Oui. Et là, c'est vraiment la dèche. C'est-à-dire que pour dîner, votre père vous découpe un oignon en petits morceaux. C'est très bon. Il le fait frire en tranches et il le met sur un peu de pain gris, quoi. Oui, mais le pain gris était parfois meilleur que le pain blanc aujourd'hui. Ouais. C'est en septembre 1942, vous avez 6 ans, que l'on vous coud une étoile jaune sur vos vêtements. C'est la concierge. Oui, pour être conforme à la loi. Ouais. C'est la concierge qui vous coud l'étoile. Oui, parce que mon père s'entendait très bien avec la concierge. Elle ne faisait pas que coudre mon étoile. Ouais. Alors, heureusement, pour la photo de classe, le photographe, il vous fait enlever votre veste, il y avait l'étoile jaune sur la veste, oui, et le photographe, il dit, tu seras mis en pull. Oui. Bon, c'est super sympa, parce que 15 jours après, c'est la rafle du Veldiv, oui, où la police française a arrêté les Juifs. Alors, vous partez dans un autre centre de l'OSE, cette fois dans le Val d'Oise, oui, et là, évidemment... vous craignez les inspections, parce qu'à tous les jours, des mecs qui viennent voir... Moi, je crains rien du tout, c'est ceux qui me gardaient qui craignaient. Ouais. Un enfant ne craint rien. Ouais. Vous vous réfugiez à l'église. Et là, vous commencez à croire en Dieu, alors que beaucoup de Juifs, à l'époque, ont perdu la foi, évidemment, vu ce qui leur arrivait. Oui, oui. Hein? Vous l'avez encore, la foi? Je m'entends uniquement avec l'Éternel, parce qu'on est associés à 50-50. Tout ce que je gagne, je le jette en l'air. Ce qui reste en l'air, c'est pour lui, ce qui retombe par terre. À la Libération, parce qu'à un moment, il y a eu la Libération, évidemment, c'est pas tellement grâce à la rue, contrairement à ce que dit Mélenchon, c'est surtout grâce aux Américains et aux Russes. À la Libération, votre père vous ramène à Paris, vous faites des potes à l'école, hein, dans le 10e, oui, à Louis Blanc. Hein. Là, vous devenez des petits voyous. Petits voyous, et vous vous lancez dans le commerce de chewing-gum. Ben oui, c'était inconnu, le chewing-gum en France, complètement. Vous allez voir les soldats américains. Alors, on avait appris l'anglais. Alors, les chewing-gums se vendaient très cher, surtout les roses. Le chewing-gum rose était distribué aux Américains noirs. Et c'était très bon, il était plus fort que les autres et on le vendait plus cher. Et voilà. Donc, en fait, à force de faire le petit voyou ou dealer de chewing-gum, vous êtes renvoyé de l'école, vous retournez dans un foyer OSE et à 16 ans, vous commencez, Popek, à travailler le bois dans un atelier au Faubourg Saint-Antoine. Oui. Et là, pour séduire une certaine Arlette, qui finira d'ailleurs par émigrer aux États-Unis
Cette saleté, elle m'a dit, t'as des copeaux dans les cheveux. Ben, j'ai dit, si le temps de me laver, je loupe le train et je te vois pas. Oui. Et elle m'a dit, je ne me marierai jamais avec un ouvrier. Et voilà. Oh, voilà, c'était Arlette, si tu nous regardes. Et pourtant que je suis devenu misogyne. Et voilà. Non seulement misogyne, vous êtes devenu huissier. Histoire vous travaillez chez un huissier, disons, histoire d'avoir une cravate. Oui, ça c'est vrai. Voilà. Alors, dans le foyer où vous vivez, la directrice qui s'appelle Siam Mossman, qui est une vraie passionnée de théâtre, repère chez vous un don pour le théâtre. Un miracle. C'est un miracle. La rencontre avec Madame Mossman. Vous suivez des cours de théâtre avec Daniel Postal. Alors, les cours de théâtre, c'est dans la grande synagogue de Paris. Oui, c'est vrai. C'est marrant. C'était gratuit. Ah, et là, vous vous retrouvez sur scène dans le rôle d'un valet de comédie avec Jean-Pierre Coff. Jean-Pierre Coff n'était pas très sympa. Hein. Ben, c'est-à-dire que c'était un garçon très cultivé déjà. Moi, je ne l'étais pas du tout. Ouais. Et quand on n'est pas cultivé, eh ben, on a une bonne culture, c'est le point. Ouais. Mais Jean-Pierre Coff a fait une carrière extraordinaire, mais pas du tout dans le théâtre. Bien sûr. Il y en a un autre qui a fait une carrière extraordinaire. C'est celui avec qui vous avez fait votre service militaire. C'est Jean Gouillet. Gouillet, oui. Le futur Jean-Yann. Oui. Notre idole, alors. Un génie. Un génie, Jean-Yann. Vous avez connu Jean-Yann au service militaire? Mais oui, mais pas plus que ça. Je veux dire que il m'a proposé des rôles que malheureusement j'ai refusés parce qu'il fallait mettre une cagoule dans Deuxième moins le quart avant Jésus-Christ. Je sais pas. Ouais. Je mets pas de cagoule sur la tête, moi. Moi, il faut qu'on me boit, sinon c'est pas possible. Sinon ça sert à rien. Sinon ça sert à rien. Mais il m'a dit, on a fait notre service militaire ensemble. C'est la première chose qu'il m'a dit. J'ai dit, ça y est, ça va pas payer. S'il me rappelle le service militaire, c'est qu'il veut. C'est qu'il veut pas payer. C'est pas payé. Ensuite, vous entrez, Popek, au cours Simon, où René Simon vous dit ton nom quand même, il est un peu compliqué. Tu vas t'appeler Jean Herbert. Ça, c'est facile à se souvenir. Et là, vous recevrez le prix Marcel Achard, remis par Marcel Achard lui-même. On regarde. Et vous, Jean Herbert, vous êtes heureux d'avoir reçu le prix Marcel Achard homme? Oui, très très heureux. Vous vous y attendiez? Pas tellement, non, parce Pourquoi? que, vous savez, on a toujours une certaine appréhension lorsque l'on passe un concours de fin d'année, comme lorsque l'on passe un examen quelconque. J'espérais comme tout le monde. Quelle humilité déjà, quelle humanité. Alors au milieu des années 60, vous êtes un jeune comédien qui court après les cachets, vous êtes encore obligé malgré tout de faire... Ah, mes cachets. Oui. Vous êtes obligé de faire plein de petits boulots. Et alors, c'est pendant les entr'actes, dans les coulisses, que vous vous amusez à prendre l'accent yiddish de votre père pour faire des blagues aux autres comédiens. En fait, c'est un jeu au départ. Il y a une chose que je raconte pas. J'ai gagné une partie d'échecs contre Marcel Aimé. Ah ouais. Et j'ai raté une entrée de scène avec Edwige Feuillère. Ah ouais. Donc, je me suis mis un coton dans le nez. Ouais. Elle a à tout prix voulu me donner quelque chose pour me nettoyer le nez. Du sang, elle était gentille comme tout. Et je me souviens de cette séquence qui n'est pas dans le livre, donc je vous la donne gratuitement. Ah ben c'est... Alors voilà, jusqu'au soir, vous êtes au Théâtre de l'Atelier, c'est la 100e de l'Idiot, donc, dans lequel vous jouiez, et Michel Beaune, qui est un copain de loge à vous persuade de raconter une histoire avec votre accent. Et voilà, et là, ça a tout changé. C'est le destin, mesdames et messieurs. La Popek est née. Alors, Popek, ça vient de Tchepek, qui veut dire violon grinçant, c'est-à-dire un râleur, quoi. Oui. Un Tchepek. Oui. Mais un râleur, c'est la différence avec un emmerdeur. L'emmerdeur vous colle au basque. Ouais. Le râleur veut pas qu'on l'emmerde. Alors, à l'époque, et tout le monde fait ça, Michel Serrault, Jean Poiret, tous les... ils font plusieurs cabarets dans la nuit. C'était l'école à l'époque, ouais, cabaret. Ouais. C'est-à-dire, vous passez d'un cabaret à l'autre, chacun fait son numéro. La télévision, monsieur, était une récompense à l'époque. Voilà, ouais. C'était la scène qui nous amenait à la télévision. Maintenant, c'est l'inverse. Alors, c'est là que la presse vous découvre à ce moment-là, et Gérard Houry vous engage pour 8 jours dans les aventures de Rabbi Jacob. Sauf que Gérard Houry vous aime tellement qu'il va voir Bertrand Javal
le producteur du film, il dit, écoute, il y a un mec qui est génial, est-ce que je peux le garder jusqu'à la fin du film? On monte un escalier, c'était mon premier jour de tournage. Ma mère, elle dit, on va rater l'avion. Et moi, j'ai pas à parler. Je sais pas ce qui me prend, je dis, on va pas le rater, ma mère, il va pas s'envoler. Ouri fait couper, qui a parlé? J'ai dit, bon, c'est fini pour moi. L'ingénieur du son a mis les écouteurs sur Ouri, dit, on va répéter la scène, tu vas redire ce que tu viens de dire. Je m'en souviens pas, moi, ce que j'ai dit. Alors, il m'a mis les écouteurs, on avait la scène. Le lendemain, il me téléphone, il dit, De Funès veut que tu restes pour tout le film. Et voilà. Eh oui, De Funès, qui est devenu votre ami, d'ailleurs. Vous étiez très proche de Louis de Funès. Un ami, on s'écrivait tout le temps. C'était une époque où De Funès avait déjà été atteint par la maladie. Et je pense que je l'amusais. Je lui faisais du bien, peut-être. Quel film, quel grand 18 prises, il a fait. En 1976, Philippe Bouvard vous engage pour faire des caméras cachées. Vous faites des caméras cachées incroyables. Quand vous faites le Tour de France, vous êtes acclamé par... J'aurais dû mourir, il a failli me tuer. 3000 personnes vous acclament. C'est facile de le dire après, je ne vous ai pas demandé d'aller gagner le Tour de France. Mais oui, mais il m'a bien demandé de faire la séquence. À un moment, vous faites une caméra cachée, vous êtes ministre des Armées aussi, enfin... Tiens, un génie de la caméra cachée. Et Bouvard, un jour, dit, finalement, est-ce que vous voulez faire un sketch de 3 minutes dans mon émission, à l'époque sur Antenne 2, dans mon émission sur Antenne 2. Donc là, voilà, vous explosez à ce moment-là. Ensuite, il y aura l'Olympia, 2000 spectateurs tous les soirs pendant 2 semaines. Votre carrière est lancée. Et la consécration, si on peut dire, c'est Toc Toc. C'est-à-dire, comment tu as eu l'idée d'engager Popek? C'est pas lui. On va dire la vérité. J'ai validé tout de suite parce que je ne pensais pas que Popek avait envie de faire du théâtre et de sortir de son personnage. Zone de confort. De sa zone de confort. Il était formidable et c'était un réel plaisir que d'avoir Popek. Mais Baffy, quand il vous disait rien, c'était un compliment. Oui. Quand il vous dit rien, quand il rentrait dans ma loge, parce qu'il comptabilisait les rires. Je sais. Et moi, il me doit les rires que j'ai rajoutés. Alors, cet accent yiddish, est-ce qu'il y a encore d'autres gens qui l'ont aujourd'hui? Ah oui, il y en a qu'à aller au Café des Psaumes, rue des Rosiers. Et ils arrivent le matin, ils prennent une seule consommation pour toute la journée, les patrons, ils en viennent fous, et ils refont l'histoire, au fond. Ils racontent la Deuxième Guerre mondiale, ils racontent leur déportation, ils racontent tout. C'est les rescapés qui sont là, et voilà. Moi, quand je suis passé une fois pour prendre un verre, on aurait cru que j'étais le Messie. Alors, votre nouveau spectacle, Même pas mort, que vous avez commencé le 22 septembre au Théâtre de l'Archipel. J'en ai peur, moi, de ce titre, Même pas mort. C'est même pas drôle. Ah, moi, j'aime bien Même pas mort. Déjà que dans les statistiques démographiques, la vie des hommes en France, l'espérance de vie est de 79 ans et 9 mois, j'ai l'honneur de vous dire que je suis en dépassement démographique. On regarde à quoi ça ressemble. Vous n'allez pas me dire que quand vous arrivez au boulot le matin, vous commencez tout de suite non plus, vous. Je vais chanter une chanson qui apporte un message. Ça s'adresse à ma femme. Ça s'appelle Foutre les camps saletés. Vous pouvez demander à mon régisseur, jusqu'à l'année dernière, j'ai traversé la Seine en moonwalk. C'est un air qui vous entraîne au son des balalaïques. L'une s'appelait Caline, l'autre c'était Camaya. J'aimais l'une, j'aimais l'autre, j'aimais les deux à la fois. Tantôt l'une, tantôt l'autre, je ne pouvais faire le choix. Craca, écoutez, ou c'est vous, ou c'est moi. Ça ne peut pas être les deux en même temps. Vous êtes déjà allé au Bois de Boulogne? À 2 heures du matin? C'est le seul endroit que je connaisse où que quand vous donnez un coup de pied dans un buisson, il vous le rend. Comment récompenser un public comme ça? C'est pas possible. Piti, 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 piti. Comment? Après, ils font leur caca partout. Ah bon, parce que vous faites caca nulle part? Et maintenant, mesdames, messieurs, on passe à notre T'étais où de la semaine?
Christine Bravo, bonsoir. Alors c'est génial de s'appeler Bravo, parce que toute votre vie, vous avez cru qu'on vous félicitait pour votre travail. Quand on vous disait Christine Bravo, vous pensiez que vous avez fait un truc bien. Vous êtes quand même la seule animatrice à avoir réussi à tenir 30 ans à la télévision. De moins en moins. Sans coucher. On m'a pas beaucoup proposé. Alors ça fait 30 ans que les téléspectateurs vous voient vous marrer à la télévision. Voilà, vous marrez. C'est parce que vous êtes vraiment entouré de gens qui sont drôles tout le temps ou parce que vous prenez beaucoup de drogue? Je me marre parce que je me marre, parce que la vie me fait rire. À l'époque de Froufrou, on me reprochait de trop rire. Oui. Comment dans cette société où quand même les gens sont pas forcément tous en bonne santé et ont pas forcément tous beaucoup d'argent, comment peut-on reprocher à quelqu'un de rire? De rire. Alors, dans les gimmicks qui ont fait votre légende, Christine, il y a effectivement le rire, avec les yeux plissés comme ça, ce qui fait que les gens ne savent pas la couleur de vos yeux. En fait, ça y est, là, on voit mieux. Vert. Et puis, il y a aussi le doigt. Le doigt. Ah, le doigt. C'est un peu comme ça, d'ailleurs. On regarde. L'image de la semaine. Bien oui, Maurice, c'est un petit cadeau et en même temps une expérience. Voici des images étonnantes. En collant ses fesses contre son poste télé pendant l'émission de Christine Bravo, on peut arriver à se faire mettre facile une bonne vingtaine de doigts dans le cul. J'en connais une qui aurait besoin d'un petit encouragement un petit peu chaleureux. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour Christine Bravo? C'est assez difficile de rester digne après ça. Alors le problème, Christine, c'est que ces derniers mois, on n'avait plus de nouvelles de vous. Non, ça, c'était pas un problème. La semaine dernière, Paris Match posait la question qui est sur toutes les lèvres. Que devient Christine Bravo? Réponse, vous avez quitté les grosses têtes en novembre 2016 pour aller faire un tour du monde. 5 mois de tour du monde. Et vous avez publié les photos sur Instagram. Alors on voit la Thaïlande, là. La Malaisie. L'Australie. Les Philippines. Et puis la fin du tour du monde, quoi. Alors, en gros, vous êtes parti pourquoi? Vous étiez fâché avec Laurent Ruquier, c'est ça? Non, pas du tout. Je suis parti parce que j'en avais marre d'être à Paris, en France. C'était le mois de novembre. Il faisait froid, il faisait gris. Ça revient souvent, hein, cette histoire d'hiver. Vous êtes parti avec Clara. Ouais. Et là, je lui ai dit, c'est génial. Quoi, on s'en va. Là, vous êtes revenu. Eh oui. Et là, c'est le drame. Et là, c'est le drame. Non, ça tombe très bien parce que C8 vous consacre une soirée hommage. Ah oui, C8, c'est la chaîne où on fait des soirées hommages aux gens vivants. Ce qui est quand même une drôle d'idée. Une soirée hommage pour Christine Bravo. Ça s'appelle la télé de Bravo. Le pitch, c'est 30 ans de carrière, les moments les plus cultes de Froufrou aux grosses têtes, en passant par Union Libre. C'est incroyable. C'est incroyable quand on regarde ça. Hein. C'est mon ami Philippe Tullier qui a décidé. Non, mais c'est lui qui a proposé cette idée. Et au fond, quand je me suis revue, je me suis dit quand même, je suis bien, quoi. Enfin, vous vous êtes trouvé plutôt, oui, je plutôt me suis trouvé belle. Magnifique. Hein. Et puis surtout, les émissions étaient drôles. Ah ouais. Alors, il y a donc la télé de Bravo à 21h pendant 2 heures et à 23h. Il y a la rediff du Froufrou Pierre Arditi, qui était quand même le 25 décembre 93, c'est pas d'hier, mais qui était quand même culte, quoi. J'ai revu donc des extraits et je me dis, mais quelle liberté on avait. Mais quelle liberté. Les gens me disent, pourquoi vous le refaites pas? Mais on pourrait plus. Par son jupon, la femme. Foufou, foufou. De l'homme trouble l'âme. Foufou, foufou. Certainement la femme séduit
par son gentil froufrou. Voilà, froufrou. C'était toute une époque. Il y a eu des séances, bon, je ne vais pas raconter notre vie, mais c'est vrai qu'il y a un jour, donc première réunion de rédaction, moi j'étais le producteur, j'arrive dans le bureau, il n'y avait que des filles. Moi j'étais là, je me faisais tout petit, tu vois, bon. Et à un moment, elle commence à parler de l'épisiotomie en disant, tu te souviens chérie, on est resté 15 jours avec les pattes écartées devant un sèche-cheveux. Et moi j'avoue que je ne savais pas ce que c'était l'épisiotomie. Mais tout le monde sait ce que c'est. Maintenant, oui. Pour moi c'était un autre monde. Alors, vous dites en parlant des chroniqueurs, de vos chroniqueuses, que vous aviez un niveau d'exigence absolu, et c'est vrai qu'elles étaient très bonnes, contrairement, dites-vous, aux pseudo-chroniqueurs d'aujourd'hui. Vous pensez qu'aujourd'hui, c'est... On allait les chercher dans la presse écrite, beaucoup. Et c'est-à-dire qu'il n'y avait pas une seule personne sur ce plateau qui n'était pas spécialisée dans un domaine, mais reconnue dans un domaine. Et des filles qui écrivaient formidablement bien. Alors, dans Froufrou, il y avait l'instit, c'était vous, la grosse, la vieille, la bourgeoise, la sérieuse, la jolie. Moi, je voulais mettre la maîtresse SM, mais personne n'a accepté. On s'entendait vraiment bien. Pas toutes, pas toutes. Toutes. Non. Toutes. Non, tu me disais à l'époque, elle, je peux pas la saquer. Toutes. Tu veux que je te dise un nom? Ouais. Dubois, tu me disais, je peux pas. Ah ouais, ça c'est vrai. Laurent, tu aurais dit Tina Kieffer, elle t'aurait dit ça, c'est vrai. Non. C'était mon deuxième biscuit. Alors, Christine, maintenant, vous pouvez le dire, parce qu'il y a prescription, laquelle disait le plus de mal de moi? Attends que je les regarde. C'est pas Cochet, là, en haut à gauche? Non. À Cochet, elle disait du mal de personne. Je pense que c'était moi. Ouais, parce que Cochet, elle disait du mal de moi, parce qu'un jour, j'avais dit à la télévision, comme dirait Laurence Cochet, qui était une bourge absolue, comme dirait Laurence Cochet, la sodomie relance le couple. Oui. Elle m'a appelé en disant, mais comment peut-tu... J'ai dit, Laurence, tu me l'as dit. C'était vrai, elle l'avait dit. Mais elle l'avait dit. Bon, alors, Christine, dans le dossier de presse de la télé de Bravo, il y a écrit la plus incontrôlable des animatrices. Est-ce que c'est vrai? Oui. Vous avez une personnalité, c'est pour ça qu'on vous aime. Oui. Voilà. Et il y a un moment que je ne connaissais pas, qu'on a retrouvé en préparant cette émission, où là, quand même... Quoi? Ah là, c'est quelque chose. On regarde. C'est que connerie encore. Pendant que les étoiles chantaient, eh ben nous, on avait un petit dessin de Wolinski. Je te crois pas. Je te crois pas. C'est pas possible, ça. Ils ont pas pu faire un truc pareil. On n'a même pas dit que l'émission continuait. Après Soir 3. Eh non, mais là, il faut faire un scandale à l'antenne. Hein. Non, mais je veux dire, il faut hurler sur un coup comme ça. Non, alors là, je le prends très mal. Hein. Attends, tu as annoncé que tu étais 1h30 sur l'antenne. Donc, Soir 3 est en train de téléphoner partout au BP en disant... Écoute, j'étais dans les temps. On était en avance. Christine, laisse... Moi, je suis scandalisée. Scandalisée. Voilà, alors là, il y a le mec... On sent l'apparatchik du service public. Donc il arrive, et le mec, il dit Christine, comme ça, et toi t'es là, t'en as rien à foutre, t'es en direct et tu les niques. D'abord, je savais pas. Parfait. Alors Christine, vous pensiez que pour vous, la télévision, c'était terminé. Vous disiez d'ailleurs, il faut que je trouve une autre façon de gagner ma vie, il faut que je change de vie. Lorsque vous étiez en Birmanie. Et là, Philippe Tullier vous appelle et vous dit, Chérie 25 veut faire une 5e saison de Sous les jupons de l'histoire, qui est le samedi à 14h20, qui est la meilleure audience de la chaîne. Je l'ai faite avec Nolwenn, c'est vachement bien. C'est vachement bien. Il est trop bête. Donc, ça y est, vous avez du boulot, vous n'allez pas être obligé de changer de vie parce que, comme vous disiez, vous aviez épuisé vos économies. Mais vous avez une retraite dans votre boulot? Oh putain, tu sais pas la meilleure? Non. J'ai demandé combien j'allais gagner. Bah oui. 1 000 € par mois. Oh putain, t'as travaillé toute ta vie, ils vont te filer 1 000 €? 1 000 €. 1 000 € par mois. Pour les gigolos, c'est emmerdant. Je peux même pas payer les là. croquettes de mon chat, parce que j'achète des croquettes de marque. Il achète des croquettes Hermès, ton chat? Il est vegan, le chat. Non, mais 1 000 € par mois, comment vous dire? Je sais très bien qu'il y a des gens qui vivent avec 1 000 € par mois, mais vous n'allez pas me dire qu'ils vivent bien. Et c'est vrai que j'ai été étonnée, mais pareil que dans nos métiers, quand on a été
puisque vous m'avez payé quand même en cash et au noir pendant pas mal d'années. Il y a prescription, hein. C'est en 92, 93, donc... Un petit contrôle s'impose quand même. Alors, Christine, vous avez déclaré, moi, je suis célibataire, je ne veux pas d'homme à domicile et je ne couche que le premier soir. Oui. Est-ce que oui. Est-ce que vous envisagez de vivre avec un homme, voire de vous remarier dans l'avenir, parce que... Non? D'abord, j'ai oublié ce que c'était. L'amour. Ouais, je sais, c'est terrible. Non, je déconne. Non, mais attends, Putain, on y a cru. Mais c'est sûr, on était émus. Pour moi, c'était crédible. Ah ouais? J'étais dedans. Enfin, je plaisante. Alors, Ahmed, j'imagine le succès que vous avez avec les filles. Ah non, mais je suis pas Brad Pitt. Quand je me balade dans la rue, tout se passe très bien. Hein. Ah ouais? Ouais. Jamais assez, hein. Ouais. On va faire une interview par amour. Par amour. Ouais. Est-ce que vous pourriez quitter votre travail, votre ville ou vos amis? Oui. Les trois? Ouais. Par amour, est-ce que vous hébergeriez ses parents, son ex ou un terroriste? Alors, ses parents, pourquoi pas? Voilà. Ouais. Son ex, s'il y a une petite niche dans le fond du jardin, il n'y a pas de souci. Et un terroriste, comme la niche, elle est déjà occupée. Il n'y a pas de place pour le terroriste. Par amour, est-ce que vous pourriez avoir recours à la chirurgie esthétique? Ouais, tu te couperais 30 cm de bite. Je te les revends. Chirurgie esthétique, non. Non. Bah, ça dépend. Si c'est juste pour se refaire les pommettes là et un petit peu les lèvres, ça va. Mais sinon, non. Par amour, est-ce que vous seriez prêt à vivre à 3 avec son mec? Ouais, je la laisse vivre à 3 avec son mec et moi je reste à Paris, tranquille. Ah ouais? Ouais, cool. Vous n'êtes pas d'accord, finalement? Non, nickel. Non, bah non, quand même. Par amour, est-ce que vous seriez prêt à aller tous les soirs dans un club échangiste? Ça vous ferait une occasion de vous voir. C'est ça. Parce qu'attention, faut pas critiquer ces gens qui font ça. Hein. Ouais. C'est par amour. Hein. Il y a des gens très bien. Eh ouais, là, faut pas que tu te lances dans un truc qui va être une polémique. Mais c'est ça, c'est ça. Vous restez amis et puis voilà. C'est pas les endroits que je fréquente, Thierry. Si la fille vous dit... Je veux y aller. Je veux y aller. Ouais. C'est mon truc. Mais franchement, je lui prends un Uber, je la laisse partir tranquille. Ah ouais? Ouais, je prends... Alors, par amour, est-ce que vous seriez prêt à prendre 20 kilos? Là, elle aime les gros, la fille. Ouais, mais c'est dangereux pour ma santé, ça. Hein. Oui. Ouais. Non, c'est Vous dangereux. n'êtes pas prêt à faire grand-chose, finalement? Non, bah si, je peux faire plein de choses, mais bon, prendre 20 kilos, c'est dangereux pour ma santé. Mais par amour? Mais c'est dangereux pour ma santé. Alors, par amour, est-ce que vous seriez prêt, Ahmed Silla, à faire un allongement du pénis? C'est dangereux pour sa santé, ça, c'est... Faut pas. Si elle commettait un crime, est-ce que vous seriez prêt à lui fournir un alibi, à vous dénoncer à sa place, ou à l'attendre 20 ans à sa sortie de prison? À lui fournir un alibi? Par amour? Oui. Ouais. Ouais. À me dénoncer à sa place? Ouais. Si elle me trouve un alibi. Si elle me trouve un alibi. Alors, vous seriez prêt, par amour, à cacher le corps de quelqu'un qu'elle vient de tuer? Il est mort. Il fait peur, hein? On dirait Christophe Ondelat. Ouais. Mais regardez, c'est ça. Quelqu'un qu'elle vient de tuer. Genre là, elle vient de le tuer. Oui. Il faut qu'on le cache. Oui. À la cave. À la cave. Et on dit rien, personne. On dit rien. Genre, on a un alibi. Voilà. Tu le fais? Ouais. Tu caches ou pas? Bah, ça dépend qui elle a tué, quoi. C'est ça. Et dernière question. Est-ce que, par amour, vous seriez prêt à embrasser 100 fois ses chaussettes sales? Mais j'ai assez pour acheter une machine à laver, je comprends pas la question. Ben non, pourquoi je... Et maintenant, on passe à notre T'es au top du top. Michel Simès, rebonsoir. Bonsoir. Michel,
Simès, mesdames, messieurs. Il n'est pas au top du top, il était premier, il est redescendu deuxième. Donc il est plus au top du top, pardon. Ah mais Laurent a raison, Pour moi, c'est une merde. Mais en même temps, quand t'es au sommet, tu peux que redescendre. Ouais. Exactement, mais non, tu n'es plus au sommet. top. Et maintenant, mesdames, messieurs, on passe à notre T'es au top. Michel Simès, rebonsoir. Michel Simès, mesdames, messieurs, le seul médecin que les gens sont contents de voir régulièrement. Ça vous va? Ouais, ça me va bien. Sinon, il y a Michel Simès, mesdames, messieurs, le médecin qui fait mourir de rire. C'est pas mal aussi. Je préfère faire rire que mourir de rire. Voilà, moi, il y en a un autre aussi. Ah, t'en as débranché des vieux, toi. Ouais. Michel Simès, mesdames, messieurs, le médecin qui est un grand malade. Alors ça, c'est votre sampleur à chaque fois que vous venez. Ouais. J'en ai un autre qui est pas mal. Vous me direz ce que vous préférez pour la prochaine fois. Tu es le chouchou de mes rêves. Tu es le chouchou de mon cœur. C'est pas mal, hein? Ouais, le problème, c'est que je suis plus. Laurent a raison. Ouais. Bon, les gens vous adorent. Vous êtes 7e dans le classement des Français préférés des Français. Vous êtes devenu le commandant Cousteau, quoi. Non, mais... C'est Ouais, quand il raconte une vanne, il touche le fond. Tu vas pas me couper la parole à chaque fois que je vais parler. C'est ce classement du JDD là, il me sidère à chaque fois. Et c'est ce qui me sidère surtout, c'est les noms qui sont devant et derrière. Ouais. Enfin, surtout ceux qui sont derrière, devant. Ouais, Macron est derrière vous, par exemple. Deuxième animateur préféré des Français, ce qui est quand même pas mal. Moi, je suis à 27 places. Attention, méfiez-vous. Je suis 29e. Ouais, mais je pense que quand j'aurai votre âge et votre carrière, je serai à cette place-là. Ce sera bien déjà. Je vous le souhaite pas. Alors, vous aviez effectivement un sentiment d'imposture et un jour vous avez rencontré Nagui et vous vous êtes dit finalement... Il y a pire que moi. Voilà. Alors, Michel Simès, mesdames, messieurs, le magazine de la santé, Allô Docteur, c'est sur France 5. On regarde à quoi ça ressemble. De plus en plus de femmes développent des allergies au contact du sperme, entraînant plaques d'eczéma, rougeurs, démangeaisons. Marina, quel traitement suggérez-vous? Moi je conseille l'utilisation d'antihistaminiques contre toute éruption cutanée. C'est ce qu'il y a de mieux. Ça va? Passez un bon week-end? Oui, je fais un petit relais château. Ouais, alors les châteaux, ouais. Bonjour à tous. Aujourd'hui nous recevons Quentin qui souffre de priapisme. Cette maladie peut provoquer des érections subites. Nervosité, colère, mal de tête, absence de libido, odeur de poisson pourri, je parle bien évidemment des règles. Mais ça va pas ou quoi? Bah quoi? Mais t'as pété un boulon, t'es devenu complètement con en fait. Oh là là, j'en connais une qui est dans sa mauvaise période. On reçoit maintenant Pierre-Patrick qui a perdu son bras suite à un accident de travail. Pierre-Patrick, bonjour. Bonjour Michel. Alors Pierre-Patrick, c'est une première en France. On vous a installé une prothèse de bras bionique. Expliquez-nous. Écoutez, c'est très simple. En fait, il suffit d'enregistrer les fonctions désirées dans la base de données. Et par exemple, je peux vous montrer la fonction que j'ai enregistrée ce matin. C'est la 2. Oui, attendez, parce que je mets... Aujourd'hui, Marina, nous allons parler du virus mortel le plus dangereux du monde, le virus Ebola, dont j'ai ici un échantillon. Non mais ça va pas. Quoi? Mais c'est hyper dangereux de trimballer un virus en plateau, Michel. Voilà, chochotte, là, ça va. C'est mon pote qui bosse à Pasteur qui me l'a prêté, c'est dans un tube, ça craint rien. Non, Bouh. Michel... Oh, le méchant virus. Arrêtez. Oh, il fait l'avion. Oh. Et voilà, le dézapping d'uniforme. C'est vachement bien, hein. Ouais. Alors, Michel Simès, le mardi 30 janvier, sera diffusé sur France 2 à 22h45 le documentaire tiré de votre livre éponyme Hippocrate aux enfers. Le film relate le deuxième procès de Nuremberg où 23 médecins nazis ont été jugés pour crimes contre l'humanité. Vous racontez par exemple l'opération T4 qui consistait à assassiner des malades héréditaires. C'était monté par le médecin personnel d'Hitler, Karl Brandt.
Le principe de la médecine sous Hitler, c'était de débarrasser et le peuple allemand et le monde de ce qu'ils considéraient comme des gens qui servaient à rien, qui coûtaient de l'argent à la société, voire qui représentaient des tumeurs ou autres. Ça a commencé avant les Juifs, ça a commencé par les... Oui, directement en Allemagne, par des malades psychiatriques allemands. Ouais. Alors vous racontez évidemment les expériences du docteur Mengele, l'ange de la mort, comme on l'appelait, qui travaillait sur les jumeaux. Oui, j'y pensais quand Carole sur l'hérédité, oui. Effectivement, Mengele était obsédé par la découverte de ce qu'il pensait être le secret de la gémellité. Il n'y a pas de secret de la gémellité, à part quand vous faites des fécondations in vitro, mais sinon, la gémellité, les jumeaux, c'est le hasard de la fécondation qui fait que les chromosomes se séparent. Mais Mengele a voulu essayer de connaître le secret de la gémellité. Et quand vous prenez du recul par rapport à tout ça, et on voit dans le documentaire tout ce qui... Enfin, on explique tout ce qu'il a pu faire sur les jumeaux, il avait un raisonnement qui n'était pas complètement stupide, qui était de se dire que s'il trouvait le secret de la gémellité, l'Allemagne pourrait peupler le monde 2 fois plus vite. Ce qui, sur le plan de la réflexion, n'est pas complètement idiote, sauf que ce type était... à la fois très compétent et en même temps fou, c'est-à-dire qu'il avait vraiment un grain et puis il était d'un sadisme terrible. Il sélectionnait les enfants à l'arrivée dans les camps, à l'arrivée des trains, et ensuite il allait faire ses expériences dans le bloc 10. Alors, la fuite de Mengele en Amérique du Sud a été racontée par Olivier Guèze. Absolument, dans le prix Renaudot. Dans un roman qui s'appelle La disparition de Joseph Mengele, qui est très intéressant. Très. Alors vous racontez aussi un truc incroyable, c'est les expériences avec les sulfamides. Parce qu'en fait, à l'époque, Fleming avait inventé la pénicilline. Mais les Allemands ne l'avaient pas. Les Allemands ne l'avaient pas. Donc ils testaient les sulfamides. Et alors, pour pouvoir les tester, ils cassaient les jambes à coups de marteau. Ils infectaient les plaies avec des staphylocoques. Et ils regardaient comment les sulfamides pouvaient régler le problème. Avec pour but de sauver... Parce que de très nombreuses expériences faites dans les camps de concentration avaient un but, c'était de sauver l'armée allemande. Et effectivement, les antibiotiques tels qu'on les connaît aujourd'hui n'existaient pas à l'époque. Et donc, on infectait les femmes volontairement. On prenait des femmes, on leur cassait au bloc, on leur cassait les jambes. Parce que l'os est la partie la plus sensible aux infections. On mettait dedans des morceaux de verre, des morceaux de bois, des chiffons, et on attendait que ça s'infecte. En plus, ces femmes-là, ça se passait sous anesthésie, mais ces femmes-là étaient plâtrées, elles ne savaient pas ce qu'on avait fait, et elles souffraient terriblement sous les plâtres, et ils essayaient de tester les médicaments pour voir si... Ce qui est extraordinaire, en fait, c'est que la loi en Allemagne, depuis 1933... interdisait les expériences sur les animaux. Ouais, c'est Hitler qui avait dit qu'on n'avait pas le droit de faire des expériences sur les animaux. Donc on faisait des expériences sur les juifs et sur les tziganes, sur les roms et puis sur d'autres gens. Oui, mais qui n'étaient même pas considérés comme des animaux ni comme des choses. Ouais, c'était matériel. C'était même pas des sous-hommes, c'était quelque chose à part. C'est Himmler a dit, c'est pas grave, on va prendre des juifs. Voilà, comme ça. Et surtout Himmler, il a dit, je sais pas si ça va marcher, mais essayez toujours, on verra bien. Ouais. Alors, ce qui est incroyable, c'est que les colonels SS allaient au cinéma pendant les gazages et ils revenaient une fois que les chambres à gaz avaient été ventilées. Alors ça se passait au Struthof, le Nassweiler. C'est le seul camp à Strasbourg. C'est le seul camp qui est en Alsace, qui était en France. Et Auguste Hirt, qui était le chef du service d'anatomie, voulait faire un musée du squelette juif. Parce qu'il pensait que, comme tous les juifs allaient disparaître, il fallait bien qu'il y ait un musée pour montrer aux générations suivantes à quoi ça ressemblait. Et donc, il avait pris 86 déportés qui étaient arrivés d'Auschwitz, qui étaient plutôt en bon état. Il les avait nourris, puis après, il les avait envoyés à la chambre à gaz. Et en face de cette chambre à gaz, il y a un cinéma dans lequel les Allemands, après avoir mis les déportés dans la chambre à gaz, sont allés regarder un film et sont revenus une fois que les déportés étaient morts. Et ces gens-là, qui sont morts, ces 86 déportés, ont été livrés à Auguste Hirt, à la faculté de médecine de Strasbourg, mis dans des cuves dans lesquelles il y avait du formol et un produit de conservation, en attendant que les corps se décomposent pour en faire un musée. Ici la voix. Thierry, est-ce que vous êtes conscient que vous êtes en train de donner une image plutôt négative des nazis ? Vous portez, Michel, ce film d'une façon très poignante et je trouve ça remarquable que quelqu'un comme vous, finalement, avec la notoriété que vous avez aujourd'hui, se consacre à cette tâche difficile, parce que c'est sûr que c'est plus marrant de dire des conneries sur un plateau de télé que de raconter les agissements de Heinrich Himmler.
C'est gentil Thierry. C'est pas malgré ma notoriété ou ma popularité, c'est grâce à ça que je fais ce documentaire. C'est parce que je me suis dit que, vu que les gens m'accordent une certaine crédibilité et ont l'air de bien m'aimer, si j'en crois ce qu'on disait tout à l'heure, je me suis dit que peut-être ça leur donnerait envie de venir voir ce documentaire et de savoir ce qui s'était réellement passé. Parce qu'il y a tellement de négationnistes sur Internet aujourd'hui qu'on finit par banaliser le propos. Banaliser le truc. Mais c'est une période de la guerre qui est peu connue. Moi, quand j'ai commencé à travailler sur le bouquin, j'étais un peu sidéré de voir que les gens ne savaient pas trop ce qui s'était passé. Et quand ils le savaient, et c'est ce qui a déclenché mon envie d'écrire ce livre, on me disait... ah putain, c'est terrible, c'est pas bien ce qu'ils ont fait, mais est-ce que ça a fait avancer la médecine? Et puis j'ai fini, moi, en tant que médecin, de me poser la question en me disant, est-ce qu'aujourd'hui, je suis pas en train d'exercer mon métier avec des choses qui ont fait progresser la médecine? La réponse est non. La réponse est non, mais je me suis posé la question à un moment. Donc il fallait que je réponde. Le sujet vous intéresse pour deux raisons. La première, c'est que vous êtes médecin, c'est déjà très important. La deuxième, c'est que vous avez deux grands-pères qui ont disparu dans les camps. Une histoire qui me bouleverse toujours à chaque fois. Vous n'en parliez pas trop, et puis un jour, c'était sur ce plateau, il y a eu ça. Vous disiez tout à l'heure que vous avez une dette envers la France. Moi, mon grand-père a été arrêté par la police française, parce que mon grand-père est mort à Auschwitz, mais arrêté par la police française, parce que moi aussi, je suis d'origine juive. Mes grands-parents sont venus de Pologne en 1922, pensant se réfugier en France. Ils ont vécu heureux jusqu'à la guerre. Mon grand-père a servi dans l'armée française et un jour il a été convoqué par la police française. Et ma grand-mère m'a raconté qu'elle lui avait dit n'y va pas. C'était à Paris, elle lui a dit n'y va pas. Et lui a dit mais que veux-tu qui m'arrive? J'ai servi dans l'armée française. Je vais aller. Il est parti au commissariat en toute confiance. Il s'est retrouvé à Pithiviers et de Pithiviers il est parti à Auschwitz, camp dans lequel il était mort. Pour la France, je vais vous dire, pour la France, c'est une faute inexpiable. Inexpiable. Mais c'est vrai que c'est une histoire, moi, que j'ai appris ça il n'y a pas... Enfin, finalement, peu de temps avant d'écrire le bouquin, mais effectivement, mon grand-père, en mai 42, il est convoqué, et ma grand-mère lui dit « Je comprends pas pourquoi il te demande de venir avec ta valise, n'y va pas ». Il est allé au gymnase Japy dans le 11e arrondissement. Justement, c'est Raïm, le jour où il va... au gymnase Japy, il est emmené à Auschwitz. Et quand vous avez été pour la première fois dans le top des personnalités préférées des Français dans le JDD, vous êtes allé au gymnase Japy. Oui, parce que finalement, c'était incroyable, quoi. Plus de 70 ans après, mon pays à moi arrête mon grand-père, l'envoie à la mort, et puis des décennies plus tard, les Français envoient un message d'amour incroyable en me mettant dans ce classement du JDD à son petit-fils. Je me suis dit c'est un raccourci de l'histoire incroyable, et je suis allé avec le JDD au gymnase Japy où il a été arrêté. Mais votre père, lui, n'a jamais voulu se rendre à Auschwitz. Il a 87 ans aujourd'hui, il n'est toujours pas allé. Non, et puis il n'ira pas, et je ne l'emmènerai pas là-bas, parce que c'est pas... Alors vous y êtes allé tout seul il y a 15 ans. Vous avez ressenti quoi en arrivant là-bas? Une sidération. Parce que vous avez 1 million de fantômes au-dessus de la tête pendant toute la journée où vous passez le temps là-bas. Et la sidération, je l'ai eu aussi devant le bloc numéro 10, qui est le bloc dans lequel il y a eu les expériences médicales. Et c'est là où je me suis dit, où le médecin que je suis a pris le dessus sur le petit-fils de déporté, en se disant, mais comment c'est possible que des médecins qui font le même métier que moi le serment d'Hippocrate. Le serment d'Hippocrate, d'où Hippocrate aux enfers, ont pu faire ce genre de choses derrière ces portes qui étaient fermées, parce que le bloc numéro 10, il n'est pas ouvert au public. Et dans le documentaire, Auschwitz nous a ouvert les portes du bloc numéro 10, donc vous verrez à l'intérieur, c'est vide. Mais quand vous rentrez dans ce bloc numéro 10 et que vous savez tout ce qui s'y est passé, que vous voyez les femmes qui ont souffert, vous voyez et je vous assure que c'est vide de chez vide, il n'y a plus rien. J'avais des fantômes pendant tout le tournage, quoi. La liste de Schindler, donc Renaud Capuçon l'avait joué un jour dans une émission de Michel Drucker où vous étiez présent. Vous lui avez confié la bande originale de votre film, les violons évidemment.
Le violon représente la plainte, représente les pleurs quand il est joué de cette façon. Et j'ai appelé Renaud Capuçon, qui effectivement est un ami, et je lui ai dit, voilà, Renaud, trouve-moi un compositeur qui pourrait nous faire quelque chose. Et il nous a mis dans les mains de Jean-Pascal Bentus, qui est un compositeur qui est absolument incroyable. Et qui, la musique est très forte. Et qui nous a composé quelque chose de fou. Et Renaud Capuçon est venu jouer. Je veux dire, cette musique, moi, je vais vous dire, j'ai eu du mal à enregistrer les commentaires. J'ai fait la voix off, tout s'est à peu près bien passé, et la dernière phrase du doc, j'ai dû m'y reprendre, je sais pas, 5-6 fois, parce que j'avais la voix cassée à chaque fois. Voilà, je souhaite à Dieudonné, à Alain Soral, et à tous les connards qui les regardent sur Internet, de voir ce documentaire. Ça va vous mettre d'aplomb, mes enfants. Voilà. Alors, Michel, vous avez rattrapé les tabous de votre enfance, en fait, parce qu'on n'en parlait pas beaucoup quand vous étiez petit à la maison. Non, on n'en parlait pas. Il me restait une grand-mère, elle n'en parlait pas. Mes parents avaient été cachés pendant la guerre aussi. Bon, c'était pas... Je sais pas si c'était tabou, mais en tout cas, c'était pas un sujet qu'on évoquait. Moi, je crois que voilà, il y a un moment, je pense qu'en vieillissant, on essaye de comprendre un petit peu ce qui s'est passé dans sa famille, et puis c'est en vieillissant que j'ai commencé à chercher. Bien sûr. Alors, ce qu'on découvre en regardant votre documentaire, c'est qu'en fait, tous ces gars-là, ces médecins, c'était pas des fous isolés. C'est-à-dire qu'au départ, on pense que c'est des cinglés. Bien sûr. Mais en fait, c'est exactement comme Spotlight, le film sur la pédophilie dans l'Église catholique, où on s'aperçoit que c'est un système organisé, la pédophilie dans l'Église catholique. C'est pas juste quelques cinglés. Et là, c'est pareil. Et c'est une des questions que je me posais au début. Je me suis dit... Alors, je sais pas si c'est une question que je me posais ou si c'était une façon de me rassurer. En me disant, pour que ces types aient fait ce genre de choses, encore une fois, en exerçant le même métier que moi, en ayant prêté le même serment que moi, c'est qu'ils étaient fous. Et que c'était des petits médecins qui voulaient prouver qu'ils étaient bons par rapport à la faculté, ils auraient voulu être professeurs, et ben pas du tout. C'était tous des mecs compétents, mais qui avaient juste oublié comment s'écrivait le mot éthique. L'individu n'est rien, le peuple est tout, c'était la devise de Hitler. Mais c'est vrai qu'on réalise aussi, en voyant votre film, qu'en fait c'était complètement con. Parce qu'il faisait des expériences sur des cobayes qui étaient malades. C'est complètement con. Mais scientifiquement... C'est idiot. Scientifiquement, ça n'a... ça n'a aucune valeur. Ça n'a aucune valeur scientifique, parce que quand vous faites des essais, il faut une méthodologie scientifique pour qu'on puisse tirer des conclusions. Et là-bas, c'était fait dans n'importe quelle condition. Et en plus, sur des gens qui n'étaient pas sains, puisque les pauvres, ils étaient déjà malades. Et donc, voilà, c'était juste leur lubie pour faire leurs expériences. Oui, moi, c'est un sujet, évidemment, qui me touche aussi, personnellement. Ça touche tout le monde. Hein. Et le personnage, par exemple, de Mengele était devenu presque une sorte de mythe, de fantasme. Mon grand-père, à la toute fin de sa vie, où, bon, entre la vieillesse et la maladie, il a un petit peu perdu la boule, a fini par se jeter de sa chambre par la fenêtre. Il est tombé dans le vide de sa chambre d'hôpital parce qu'il croyait être poursuivi par le docteur Mengele. Mais dans ce que vous dites, il y a comment des gens ont pu faire ça. Mais est-ce que la question est un peu résolue? Est-ce qu'on avance dans cette question? Parce qu'il ne suffit pas de dire nous sommes bien, eux ce sont des monstres. Non. Il faut essayer de comprendre ce qui peut se passer à l'intérieur. Bien évidemment que c'était la question, c'était de savoir pourquoi et comment le corps médical a pu aller jusque-là. 70% des médecins à l'époque, en 1939, avaient épousé l'idéologie nazie. 70%. Et pourquoi ils ont fait ça? Parce que, comme l'a justement dit Thierry, on ne parlait pas d'individus, mais on parlait de peuple. Et quand un médecin, aujourd'hui, exerce, comme moi, il exerce face à un patient, face à un individu. Quand vous retirez une tumeur d'un individu. La tumeur, pour les Allemands et pour les médecins allemands qui avaient été grandement humiliés après la Première Guerre mondiale, ces médecins avaient épousé l'idéologie d'Hitler, qui était de dire on traite le peuple. Et donc il faut débarrasser le peuple de cette tumeur que représentent les juifs, les tziganes, les homosexuels, les malades psychiatriques. Donc c'était ça leur état d'esprit. Rita Mitsuko, Le Petit Train, Catherine Ringer, qui a eu à souffrir aussi de la barbarie nazie. Et maintenant, mesdames, messieurs, on passe à notre deuxième théotope de la semaine.
Roselyne Bachelot, rebonsoir. Alors Roselyne, les gens vous aiment, mais je sais pas s'ils aiment le fait que vous fassiez de la télé ou le fait que vous ne soyez plus en charge du ministère de la Santé. Dites-moi Roselyne, quand je pense que vous avez été ministre grâce à Kadhafi, alors... Ben, sans Kadhafi... C'est un raccourci osé. C'est un raccourci, mais Sarkozy n'aurait pas été élu. Sarkozy n'étant pas élu... Moi, je crois en l'innocence de Nicolas Sarkozy. Ah ouais? Et de Kadhafi? C'est pour ça qu'il a été élu en 2007. Il y a effectivement la présomption d'innocence en ce qui concerne Nicolas Sarkozy, mais il y a aussi la présomption d'un immense scandale, quand même, non? Si c'est vrai. Il n'y a pas la présomption d'un immense scandale. On est rentré dans l'ère du soupçon. Ouais. Et voilà, moi, justement, je vois comme preuve de l'innocence de Nicolas Sarkozy cette affaire libyenne. Car si vraiment il avait trempé dans un complot avec Kadhafi, justement, il n'aurait pas mené la guerre en Libye par la suite. Et voilà, moi je crois en l'innocence de Nicolas Sarkozy. Vous dites c'est pas pour éliminer le mec qui m'a filé du blé? Ça n'a pas de sens. S'il avait été coupable, ça le mettait en danger, cette guerre. Ça a été le logeur d'un terroriste, parce qu'il a planté sa tente 5 jours à l'Élysée, quand même. C'est le Jawad, Sarko. C'est le Jawad moderne. Non, mais il y a deux choses. On peut ne pas être d'accord avec le fait d'avoir reçu Kadhafi à l'Élysée. 5 jours. On peut ne pas être d'accord avec le fait d'avoir fait la guerre en Libye. Ça, c'est un autre débat, c'est un débat politique. Là, on parle de l'accusation qui est portée contre Nicolas Sarkozy d'avoir reçu un financement dans sa campagne en 2007. C'est autre chose. Bien, alors vous avez déclaré, le problème de Nicolas Sarkozy, c'est que ce ne sont pas les Français qu'il veut convaincre, mais les juges. Oui. Effectivement. Ça va être une autre chanson. Là, il vient d'être mis en examen pour l'affaire des écoutes. Je sais bien que c'est une phrase assez bête de dire « je fais confiance en la justice de mon pays », parce qu'elle aussi peut faillir. Mais je suis frappé par la faiblesse des pièces qui ont été portées à la connaissance du public. Hein. Bien entendu, je ne connais de ce dossier que ce qui apparaît dans les médias. Il y a quand même un document qui a été quand même certifié 2 fois de suite par la justice. Oui, mais attendez, peu importe l'authenticité de cette pièce, la pièce ne dit pas l'argent a été versé à Nicolas Sarkozy. Il n'y a pas de preuve. Il n'y a aucune preuve. Je vais vous dire, la meilleure raison pour prouver l'innocence de Nicolas Sarkozy, c'est que je ne vois pas Kadhafi se compromettre avec Claude Guéant. Je vous laisse la responsabilité de ce propos. Non, mais ce que je dis aussi, c'est que ce qui est terrible pour Nicolas Sarkozy, c'est que s'il est innocent, comme je le crois, toute sa vie, il aura ce soupçon gluant autour de lui. Parce que dans cette affaire-là, l'innocent a beaucoup de mal à se dépêtrer des accusations. Et c'est un drame absolument terrible pour lui et sa famille. Les non-lieux font 3 lignes, tout le monde le sait, en bas de page en plus. Alors, heureusement que vous n'êtes plus encarté à droite, parce que vous seriez obligé de soutenir Laurent Wauquiez. J'ai toujours fait ce que je voulais en politique, heureusement, et je me suis souvent opposé à ma famille politique. Et de toute façon, la ligne politique qui est défendue actuellement par Laurent Wauquiez, je m'y suis opposé quand je faisais de la politique, mais maintenant je n'en fais plus. Alors, dans Les Terriens du dimanche, quand on vous a demandé de choisir, c'était la Saint-Valentin, entre un Valentin Wauquiez et un Valentin Macron, vous avez choisi le Valentin Macron parce que, dites-vous, il aime les vieilles, alors j'ai ma chance. Est-ce que vous croyez que c'est parce que Emmanuel Macron aime les vieilles qu'il a baisé les retraités? Même moi, j'aurais pas osé. Alors, et j'ai 10 ans de plus que Brigitte Macron, alors. Ouais, vous avez votre chance, hein. Alors, vous êtes incroyablement concerné. Je sais l'âge que vous avez, je ne le dirai pas, ça se fait pas. J'ai 72 ans, il n'y a pas de... Non, mais c'est génial. On applaudit les âges. Dernièrement, quel âge 82. 82, on applaudit les âges. On applaudit, c'est bien. Ma fille 60 bientôt. Ah oui, il a 60. Non, je sais pas encore. Tu vas les avoir, tu m'as invité à ton anniversaire. Bon, alors, Roselyne, le 7 mars, vous étiez sur la scène de Bobino avec Marlène Schiappa, Myriam El Khomri pour les monologues du vagin. Moi, j'y suis allé, Thierry.
Je me suis mis au premier rang, j'étais très déçu. Le texte est beau, mais visuellement, il y a une promesse qui n'est pas tenue, tu vois. Quand même, on mime des orgasmes sur la scène. J'ai mimé l'orgasme clitoridien, l'orgasme vaginal. C'est quoi la différence? L'orgasme... Ah bah. C'est comme au loto, il y a une chance au grattage, une chance au tirage. Voilà. Cochonne. Quelle cochonne, la Bachelot. Elle est bonne. L'orgasme du 16e arrondissement. Oui, c'est ça. L'orgasme canin. Donc, ça, c'est Myriam El Khomri qui le faisait. Rien que ça doit teaser les gens pour aller voir la pièce. Alors, vous avez défendu Aurore Berger quand elle est venue dans cette émission et que tout le monde a dit elle a une jupe trop courte, elle a un décolleté trop bas, etc. Vous avez dit foutez-lui la paix. En revanche, auparavant, vous aviez déclaré au sujet du remontage de jupe de Nolwenn par Laurent Baffy, l'infernal Laurent Baffy. Bah ouais, je l'avais traité de gros saleté. Vous avez dit que c'était Vous avez dit que c'est une agression insupportable. Franchement, je vais vous montrer la séquence. C'est pas une agression insupportable. Ils se connaissent depuis 20 ans, ils s'adorent. Alors justement, il faut peut-être décoder les choses. Soit c'est un sketch qui a été imaginé en accord entre Nolwenn et Laurent. Alors là, moi, d'accord, c'est un truc de théâtre, de télé, de médias, ça va. Moi, je l'ai vu comme spectatrice. Et j'ai eu le sentiment que Nolwenn Leroy n'était pas consentante. Bon, si elle était consentante, c'est très simple, très bien. Eh ben, on regarde. On regarde. Êtes-vous la chanteuse préférée de Michel Fugain? Michel Fugain fait partie de mes chanteurs préférés. Mais non, mais c'est vous qui le dites, je sais pas qui. C'est pour l'audience. Faut du cul. Je tiens à préciser, je laisse faire parce que c'est Laurent et c'est mon ami. C'est une jeune maman, Laurent. Une belle jeune maman. Vous l'aimez bien, elle chante bien. J'adore Nolwenn. Nicolas, vous connaissez Nolwenn? Oui, je crois. Vous l'aimez bien, ça va? Oui. Bon, toi? J'écoute que ça. Bon, ben voilà, ça c'est une vraie réponse. Alors Nolwenn, vous faites quoi cette demande pas, moi. À chaque fois, il faut que je te demande ton avis. Ça serait bien, non, si tu fais un tour de table. Quand on fait un tour de table et qu'il n'est pas dans le tour de table, ça m'énerve. Qu'est-ce que tu penses de Nolwenn Leroy? J'aime pas du tout. J'aime pas l'artiste, j'aime pas la femme. Ouais. Et je trouve qu'elle sent de la bouche. Enchaîne. Non, mais on se connaît depuis longtemps, c'est pour ça que je lui laisse mettre la main sur ma cuisse, oui. Voilà. Donc, c'est pas franchement une agression. On est tous d'accord pour dire que c'est pas le meilleur gag de ma carrière. Non. Et si c'était à faire, je ne le referais pas. D'accord. J'étais dans la joie de revoir une copine et de déconner avec elle. Et vraiment, c'était ni fait ni à faire. Mais ça ne méritait pas cette vindicte et ce tout. Alors, ce qu'il faut dire quand même, c'est que le CSA, je dis pas à chaque fois que le CSA nous blanchit, parce qu'on a été blanchis sur tout. Mais là, le CSA nous a blanchis. Ah bah, très bien. Et je remercie le CSA. Oh, bah ça... Non. Alors, si ça coûte rien, est-ce que je peux remonter un peu? Non. Ça me ferait plaisir. Bon, allez là, ça lui ferait plaisir, mais tu ne le fais pas. Alors, je vous regarde souvent le matin sur LCI, d'abord parce que je regarde ma femme, mais ensuite je continue avec vous. Et laquelle tu préfères? Non, j'aime beaucoup l'émission, j'aime beaucoup. Ça dure de 9h à midi. Avant, c'était de 10h à midi, puis comme ça marchait bien, ils l'ont mis de 9h à midi. Il y a Julien Arnaud, il y a Natacha Polony, qu'on connaît bien ici. J'aime bien le débrief des matinales, parce qu'entre 9h et 10h, ils te disent tout ce qui s'est passé dans les matinales. Donc ça t'évite de te faire chier à 6h du matin. Et après, il y a l'ordonnance de Bachelot aussi. C'est-à-dire que là, vous faites votre billet. J'ai deux éditoriaux, en fait. Voilà. Un à 10h, qui est un billet d'humeur, où en fait j'ouvre le débat, et puis une ordonnance en fin d'émission, qui est plutôt, alors, quelquefois légère, et où je me moque un petit peu de tout le monde. Voilà. Alors, Thierry Tuilier, qui est le patron de l'info à TF1, le patron d'LCI, évidemment, a dit qu'il cherchait des gens qui puissent donner un regard à l'info. Et je dois dire que vous donnez un regard à l'info. Franchement, vous êtes formidable et vous avez bien fait de changer de carrière. Quand on a été ministre, dire des conneries autour d'une table, on sait faire. Oui, ça me pose pas de problème. Mais quand Thierry Tuilier m'a embauché pour ce travail, il m'a dit j'achète du Bachelot. J'achète pas un présentateur de JT. C'est pas si facile. Et
Pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.